Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut ou Héronime. Et aujourd'hui on est là pour un 43e épisode qui est la suite directe du 42e. Oui je sais, c'est totalement logique bien sûr, puisqu'on va parler de la suite des créatures, plutôt des cartes de Terrors Beyond Death en dehors des commandants. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui concerne les commandants de Terrors Beyond Death, Terrors par-delà la mort, je vous conseille de regarder le 42e épisode puisque c'est celui qui en parle tout simplement. Donc voilà. On a parlé de tous les commandants, donc il y en avait 27 dans l'extension en comptant Atreus, en plus la biobox de l'extension. Et bah écoutez, va falloir regarder ça parce que c'est quand même assez intéressant, il y a beaucoup de choix disponibles. Et bah voilà, maintenant on va être parti pour les cartes de l'extension, mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne et la suivre également sur les réseaux sociaux tout d'abord, Facebook, Twitter, Instagram, voilà, vous avez notre adresse mail qui s'affiche actuellement sur votre écran, ouh, voilà, et en plus dans la description, en lien, comme d'habitude, et de l'autre côté, vous pouvez également nous soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, voilà, donc avec des compensations sur Tipeee pour les différents rangs, voilà, de compensation, je vous ai mis des petits rangs de commandants, mais écoutez, financièrement, c'est vrai qu'il y en a déjà pas mal qui nous soutiennent, et c'est un gros plus, étant donné que ça nous permet d'investir dans du meilleur matériel, surtout qu'on en a besoin, on est en train d'améliorer les tables de commandement, tout le bazar, on travaille à plusieurs maintenant dessus, donc écoutez, autant faire en sorte d'avoir le meilleur matos et les moyens les plus énormes pour que vous ayez de meilleures vidéos. Tous ces liens sont évidemment disponibles dans la description pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous suivre. Et écoutez, voilà, je vous laisse faire, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil, allez voir notre Discord également. Mais en tout cas, on va passer maintenant un petit peu à l'analyse de l'extension. Alors, je ne vais pas bien sûr parler de toutes les cartes de Terrors par-delà la mort, je vais parler de celles que je trouve intéressantes parce qu'elles apportent quelque chose de nouveau, ou alors parce que ce sont des éditions alternatives de cartes déjà existantes, donc voilà, des remplaçants. Donc voilà, ce sont des cartes assez intéressantes de manière générale, et même si elles ne vont pas changer le format, le casser en 1000 morceaux, au moins elles peuvent être intéressantes pour une question de budget, pour une question simplement de disponibilité de la carte. Donc bon, on en profite et on regarde un petit peu tout ça en commençant bien sûr par le blanc. On va commencer avec l'Archonte des étoiles descendantes, une créature Archonte 4 pour 6 dont 2 blancs, qui a le vol, et quand elle meurt, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a la résurrection directe d'enchantement sur le champ de bataille quand celle-ci meurt. Alors en plus, blanc, bon, vous me dites, oui, mais blanc, sacrifice, non. Mais blanc-noir, sacrifice existe, donc du coup, on peut en profiter à ce moment-là pour faire en sorte de réanimer, voilà, les différents enchantements grâce à cette créature-là. Donc du coup, si on a moyen elle-même de la faire revenir sur le champ de bataille, donc du coup, de jouer sur un blanc-noir un petit peu, voilà, un petit peu réanimation, et avec des enchantements, bien sûr, du coup il y a moyen de faire 2-3 petits trucs avec. C'est sympa, je ne connais pas, ou alors je ne me souviens pas d'une autre créature qui faisait à peu près pareil. Si jamais vous avez d'autres idées de créatures qui font pareil au moment où elles meurent et qui remettent directement sur le champ de bataille, parce que c'est ça qui est intéressant quand même, écoutez, dites-le dans la description, comme ça, pardon, dans les commentaires, comme ça on aura en plus des cartes à se mettre sous la dent. En blanc encore, l'Archonte de la Grâce Solaire, encore une créature Archonte 3-4, celle-ci pour 4 dont 2 blancs. Le vol et le lien de vie, et les créatures Pégases que vous contrôlez ont le lien de vie. Et elle a la constellation en plus, qui est une mécanique qui revient dans cette édition Terros. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 2-2 blanches Pégases avec le vol. Du coup, le but c'est ici d'avoir des 2-2 vol qui se pop à chaque fois que vous faites des enchantements. Enfin, que vous avez des enchantements à chaque fois que vous avez des enchantements qui arrivent sur le champ de bataille. Donc, celui-ci je le trouve très intéressant parce qu'en fait on est encore une fois sur du blanc, donc comme l'Archonte d'ailleurs précédent, on est sur du blanc qui compte sur les enchantements. Ce qui tombe bien, le blanc est une des couleurs dont les enchantements sont fans. Donc les enchantements sont meilleurs en blanc, et en plus les enchantresses sont généralement blanc, vert. Bon, on a eu un peu de bleu aussi pour les cartes de cette extension, mais on y reviendra un petit peu après. Mais voilà, le mieux c'est quand même le blanc-vert, et du coup l'Archonte ici rentre complètement dans ces couleurs-là. Donc, pas mal. Mais en plus derrière, le but c'est que ici on peut jouer les enchantements et créer des créatures derrière. Donc ce qui fait que si vous jouez des enchantements éventuellement aura, vous pouvez les mettre sur ces créatures là. Bon, même si je conseille jamais de mettre des auras sur les jetons, bien sûr, mais bon ça, vous faites comme vous voulez. Mais en plus derrière, vous allez poser des auras qui ont éventuellement, pourquoi pas un petit effet un peu stacks. Voilà, donc ils vont empêcher les adversaires de jouer. Et derrière, vous allez justement être protégé parce que vous allez en plus créer des créatures.
Donc vous pouvez être un petit peu plus avec ce genre de créature là qui crée justement des jetons quand vous jouez des enchantements. Vous pouvez être un petit peu plus beaucoup axé autour des enchantements et pas juste un tout petit peu quoi. Donc on en profite un maximum, cette carte là pour moi elle est un très bon ajout dans tous les decks enchantements. Sinon, on continue avec l'édolon de l'obstruction. Alors du coup, il porte bien son nom, celui-là. Puisque l'édolon de l'obstruction, c'est une créature enchantement esprit qui est 2-1, initiative pour 2, dont 1 blanc. Et les capacités de loyauté des Planeswalkers que vos adversaires contrôlent coûtent 1 de plus à activer. Alors pas 1 de marqueur de loyauté, mais 1 en fait de mana générique. Donc du coup, ce qui fait que on se retrouve avec des capacités de Planeswalker qui demandent du mana pour être activées, que ce soit des capacités positives, donc avec un plus, ou des capacités négatives. Donc ça taxe littéralement vos adversaires pour jouer des Planeswalker. Je trouve ça super bon, en fait. Enfin, super bon. C'est bien. Il y avait d'autres cartes qui existaient déjà, qui permettaient, par exemple, de faire payer 2 de plus aux capacités activées en général. Donc du coup, comme les capacités de loyauté sont des capacités activée, c'est une sous-catégorie, et bah du coup ça le faisait pareil. Mais là c'est une petite alternative qui cible spécifiquement les Planeswalkers. Alors après, est-ce que je la jouerai dans tous mes decks de commandeurs blancs? Non. Je la jouerai généralement en fait si je sais que dans ma méta, en fait dans mon groupe de jeu, on a souvent des Planeswalkers, on a des gens qui jouent des decks Planeswalkers éventuellement, ça va être chiant pour eux, ou alors que vous jouez justement un deck un peu plus contrôle. Mais c'est vrai que dans un deck contrôle, je verrai peut-être plutôt l'autre carte, dont j'ai oublié le nom, champ de suppression, je vais vous mettre la carte tout de suite. Voilà, donc vous allez voir, cette carte-là, elle est plus intéressante parce qu'elle est plus flexible, vu qu'elle touche toutes les capacités activées, et non pas uniquement les capacités de loyauté. Mais, pourquoi pas? Je pense que si jamais vous avez une méta vraiment tournée autour des Planeswalkers, c'est une bonne carte, sans être non plus exceptionnelle, mais juste une bonne carte pour un peu emmerder ces joueurs-là. Continuons avec le retour des sagas, puisqu'on a une saga blanche ici, Elspeth conquiert la mort, qui coûte 5 dont 2 blancs. Donc les sagas, je vous rappelle, en fait, elles fonctionnent en plusieurs étapes. En gros, quand vous la posez, quand elle arrive sur le champ de bataille, et au début juste après votre étape de pioche, vous allez rajouter un marqueur Sapiens dessus, et du coup quand vous mettez un marqueur Sapiens, et ben en fait ça déclenche la capacité qui correspond au nombre de marqueurs Sapiens que vous avez. Donc il y a 1, 2, 3, il y en a même 1 à 4 dans cette extension, mais on ne va pas en parler. Le 1 ici dit que vous exilez un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 3. Ce qui fait que bah, du coup c'est un removal parfait, un permanent en plus, donc aggro permanent. Donc très bien, c'est très flexible, je trouve 3 ou plus, c'est très généreux en fait. Généralement on est plus sur du 4 ou plus. Là du coup le fait d'inclure 3 ça peut être pas mal non plus, puisqu'il y a quand même quelques permanents chiants à 3. À 2, on arrive avec les sorts non créatures que vos adversaires lancent, coûtent 2 de plus à lancer jusqu'à votre prochain tour. Ce qui fait que du coup là vous bloquez littéralement tous les decks qui jouent un petit peu plus contrôle, tous ceux qui essaient de s'établir un petit peu plus. Alors ce qui est génial en plus c'est que ça touche aussi les artefacts, donc du coup les artefacts c'est pas forcément du contrôle bien sûr, les enchantements, voilà donc les bonus que ça peut donner. Donc on est vraiment sur la totale. Donc les contre-sorts déjà c'est niette, tous les sorts qui peuvent être un petit peu intéressants en sorts non créatures vont coûter beaucoup trop cher, parce que 2 de plus c'est vraiment énorme, hein, pour le coup, sur tous les sorts non créatures c'est vraiment gigantesque. Donc ici encore une fois une très bonne capacité. Le 3 c'est renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ou de Planeswalker ciblée depuis votre cimetière, vous mettez un marqueur +1/+1 ou un marqueur loyauté sur elle. Alors je l'aime beaucoup cette carte, pourquoi cette capacité en plus, parce que on se retrouve avec de la réanimation avec bonus +1/+1. Alors +1/+1 ou réanimation de Planeswalker avec marqueur loyauté supplémentaire. Ou alors bonus, alors attention, là faut s'accrocher. Il y a moyen de mettre des marqueurs +1/+1 sur les Planeswalkers aussi. Si jamais vous avez un Planeswalker qui se transforme, je pense à Gideon, que vous allez faire revenir depuis le cimetière, depuis la mort littéralement, et bien écoutez, vous pouvez lui mettre un marqueur +1/+1 pour quand il se transforme également. C'est intéressant ça aussi. Donc l'intérêt ici c'est que en fait pour 5 mana, vous avez 3 effets que je trouve extrêmement puissants. Parce que pour vous resituer un petit peu, il existe des cartes qui font pour 5 mana, vous ramenez une créature d'un cimetière, généralement avec un bonus X ou Y, et alors le marqueur +1/+1, il y a une carte qui me semble qu'il le fait également, donc voilà, du coup ça existe déjà, mais là en plus on peut ranimer les Planeswalkers, mais attendez, l'enchantement ne fait pas que ranimer une créature ou un Planeswalker, il fait également les 2 capacités auparavant, qui sont de très très bonnes capacités. Voilà, dire exiler un permanent, paf, génial, ensuite derrière faire en sorte que les sorts non créatures coûtent plus cher. Bah écoute, c'est ouais,
je pense que c'est une très bonne carte pour son coup de mana qui est finalement assez faible pour ce qu'elle fait. Alors du coup, est-ce que les adversaires vont essayer de la gérer? Bah potentiellement, mais bon, honnêtement, les anti-enchantements sont quand même les choses qu'on voit le moins en commandeur. Bon, peut-être qu'on en verra un petit peu plus à cause justement des commandants dieux qui sont revenus dans cette extension, et du coup ça va faire un peu de hype, tout ça, voilà. Mais en tout cas, franchement, je pense que c'est une très bonne carte qui fait beaucoup de choses intéressantes en même temps. Elspeth, Némésis du Soleil, Planeswalker Elspeth, bien sûr, qui coûte 4 dont 2 blancs, elle arrive avec 5 de loyauté. Le premier -1, jusqu'à 2 créatures ciblées que vous contrôlez gagnent chacune +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Le -2 crée 2 jetons humains et soldats blancs, 1/1, bien sûr. Et le -3 vous permet de gagner 5 points de vie. Alors là vous vous dites, oui mais il n'y a que les capacités négatives, comment est-ce qu'on fait pour la garder en vie? Et bien en fait on ne la garde pas en vie Elspeth. En fait son but c'est de mourir à nouveau et d'être rejoué avec une capacité qui s'appelle l'échappée, qui coûte ici 6 dont 2 blancs et qui demande d'exiler 4 autres cartes de votre cimetière pour pouvoir la relancer depuis votre cimetière pour son coup d'échappée. C'est donc un coup alternatif bien sûr. Et alors je ne suis pas trop fan de la mécanique échappée. Pourquoi? Parce que généralement exiler des cartes des cimetières, c'est un petit peu naze, voilà. Généralement, on n'ose pas trop le faire. Donc, alors, c'est normal, évidemment, qu'on ait quand même un coût supplémentaire en dehors du coup de mana, c'est pas juste un simple flashback. En plus, flashback qui ne mène pas à l'exil, puisque derrière la carte arrive sur le champ de bataille, voilà. Hein. Mais du coup, je pense que c'était un petit peu la logique derrière, c'est que pour faire une sorte de simili-flashback pour les créatures, il fallait qu'il y ait moyen, qu'il y ait quelque chose, qui a un coût supplémentaire, en fait, qui exige d'exiler des cartes du cimetière. Donc du coup ils ont été obligés de faire comme ça. Alors après, est-ce que c'est réellement intéressant comme capacité? Bah l'avantage c'est que du coup Elspeth, tant qu'elle n'est pas gérée au cimetière, bah elle pourra toujours revenir, du coup refaire ses différentes capacités, repartir, revenir à nouveau. Mais le problème c'est qu'il faut les cartes au cimetière, et malheureusement bah, je suis pas trop fan de mettre beaucoup de cartes au cimetière, surtout en blanc. Généralement en blanc bah, on joue des jetons, en blanc on joue des petites créatures, mais on n'a pas forcément envie qu'elles meurent, ou alors on a envie qu'elles retournent dans la bibliothèque éventuellement. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Je ne suis pas trop fan. Donc voilà, malheureusement, pour moi, le coût de mana n'est pas non plus prohibitif pour l'échapper. Mais derrière, le fait d'exiler des cartes l'est beaucoup trop. Voilà, pour moi, il aurait fallu moins de cartes et du coup, ce soit un peu plus facile à utiliser comme capacité pour éviter bah, voilà, que ce soit complètement inutile ou que ça soit vraiment très rare en fait de l'utiliser. Je m'attends pas à ce que vous lanciez Elspeth en coup d'échappée plus de 2 fois dans une partie. À moins que la partie soit vraiment longue, qu'on vous meule éventuellement, pourquoi pas. Bon, sinon parlons un petit peu des capacités de Elspeth quand même, parce que là on a parlé beaucoup de l'échappée. Bah, en fait, je les trouve très correctes pour une Elspeth, c'est à peu près ce à quoi on s'attend. Booster des créatures d'un côté avec la première créature, alors la première capacité, pardon, et en plus ce sont deux créatures qui vont gagner +2/+1, donc cool, voilà, je veux dire, enfin, c'est littéralement 4 de force en plus. On a aussi de la création de jetons, Elspeth adore ça, du coup, bah voilà, créer 2 jetons, c'est plutôt sympa aussi. Et le -3 qui fait gagner 5 points de vie, alors celui-là je pense que vous ne l'utiliserez jamais, alors, à moins d'être vraiment dans la merde, mais le problème c'est que c'est la capacité qui fait perdre le plus de loyauté, mais qui fait peut-être la capacité qui a le moins d'impact en fait sur la partie. Gagner des points de vie de manière simple, je trouve ça un peu couillon. Surtout que, il faut calculer, vous avez 5 de loyauté, vous n'allez pas augmenter la loyauté de vos Planeswalkers, on est bien d'accord. Mais, ici, on va devoir utiliser du coup intelligemment ces 5 de loyauté. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On peut faire une fois -3, une fois -2. On peut faire 2 fois -2 et une fois -1. Ça c'est celui que je conseillerais peut-être le plus, pour avoir de la défense, pour éviter qu'Elspeth prenne des dégâts en plus, et que du coup vous puissiez pas utiliser ses capacités comme vous le souhaitiez. Et derrière, vous pouvez à la limite utiliser 5 fois le -1 bien sûr, ou alors 3 fois le -1, une fois le -2, 2 fois le -1, une fois le -3, donc voilà, c'est... Mais au niveau des combinaisons, je pense qu'on tourne surtout autour du -1 et -2. Et du coup, bah voilà, soit vous utilisez plus le -1 parce que vous avez éventuellement des créatures disponibles, soit vous utilisez plus le -2 parce que vous avez besoin de créatures pour défendre Elspeth, mais aussi pour établir un petit board. Donc, voilà. Après, je trouve que pour 4, ça reste très correct, mais on va se l'avouer, toutes les autres Elspeth sont strictement supérieures à celle-ci, je trouve. Parce que les autres Elspeth, elles font plus de jetons, elles boostent plus, il y en a qui donnent le vol en plus, enfin voilà. Elles ont des capacités en ulti qui sont très intéressantes, et malheureusement, celle-ci n'en a pas. Donc, c'est un petit peu dommage pour son retour, Elspeth, parce que là, j'ai l'impression qu'elle a pris une downgrade. Voilà, le séjour dans le royaume des morts de Theros lui a fait très mal. Mais en tout cas, c'est un petit peu dommage. Mais il y a quand même des bonnes choses à en tirer.
Alors, c'est la première fois que je parle dans ces analyses d'édition d'une réédition, puisque ici on va parler du précepteur idyllique, un rituel pour 3 dont un blanc, qui cherche dans votre bibliothèque une carte d'enchantement, et qui va vous demander de la révéler bien sûr, et de la mettre dans votre main. Alors, pourquoi je parle de cette réédition? Parce que la dernière fois que cette carte a été éditée, c'était dans l'Ef Ciel, qui est la deuxième partie du bloc Lorwyn. Alors, autant vous dire que ça commence à dater. C'est 2007, je crois, 2007-2008. En tout cas, ça date d'il y a un petit moment, et c'est une excellente carte. C'est un tuto enchantement, il y en a très peu qui existent finalement dans le jeu. Tuto enchantement, on en a un en blanc qui, voilà, préceptrice matérialiste, pardon, pas matérialiste, préceptrice, mince, j'ai oublié le nom, mince, je vous la mets, éclairée, voilà, préceptrice éclairée, je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est celle qui va chercher des artefacts ou des enchantements. On en a un à 6 de l'ancien Terros qui coûtait, c'était humble supplique, voilà, qui va chercher 2 enchantements, mais du coup, bah, c'était beaucoup trop cher pour ça. Donc voilà, précepteur idyllique, c'est quand même un petit peu le must du must en tuto enchantement, en plus de la préceptrice éclairée, bien sûr. Mais du coup, le précepteur idyllique, je trouve que c'est une carte excellente, et c'est bien qu'elle soit rééditée. C'est très 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 bien. Continuons avec l'intervention d'Héliode, et oui, chaque dieu a eu le droit à son intervention. Ici, on va parler de celle d'Héliode, qui est un éphémère pour X et 2 blancs. Choisissez l'un, détruisez X artefacts et ou enchantements ciblés. Le joueur ciblé gagne 2 fois X points de vie. Alors, j'aime beaucoup cette intervention, pourquoi? Parce que c'est un éphémère déjà, donc c'est cool. Et en plus, elle permet de détruire X artefacts et ou enchantements. Donc, ce qui fait que la gestion d'artefacts et d'enchantements, alors surtout les enchantements, généralement c'est un problème. Mais ici, du coup, on va dire, ah bah non, voilà, on va faire en sorte de permettre aux gens d'être flexibles, de dire on va détruire des enchantements, des artefacts ciblés à coup de X, c'est vraiment intéressant. Qui plus est, voilà, bon, alors je sais que oui, il existe déjà des trucs qui détruisent des artefacts en payant X et en ciblant X du coup, mais ici, on a cette flexibilité artefact enchantement, et en plus l'autre qui est plutôt pas mal, l'autre capacité qui est de faire gagner 2 fois X points de vie. Alors, en plus, chacune des interventions fonctionne comme ça, c'est-à-dire la première capacité c'est X, et la deuxième capacité c'est 2 fois X, machin. Voilà. Mais gagner 2 fois X points de vie, ça devient assez intéressant parce que finalement, bah, vous payez 3, vous gagnez 6 points de vie. Si vous avez beaucoup de mana, que vous êtes sur une fin de partie, que vous êtes en train de mourir malheureusement, bah, vous pouvez gagner facilement 10 points de vie sans aucun problème. Donc ça reste assez intéressant en cas de gros problèmes, puisque c'est un éphémère, c'est ça qui est vraiment bon en fait. Le fait qu'on cumule un petit peu ce X artefact et enchantement, X points de vie, 2 fois X points de vie à gagner, tout ça en éphémère, je trouve ça très intéressant. Le fracassement du ciel, un rituel qui coûte 4 dont 2 blancs. Chaque joueur qui contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4 pioche une carte, puis détruisez toutes les créatures. Bon, du coup ici le but serait de jouer dans un deck grosse bête. Alors avec du blanc ça devient un petit peu paradoxal, parce que généralement le blanc préfère quand même les petites bêtes. Mais bon, imaginons que vous jouez Naya, blanc, rouge, vert. Bah voilà, ici c'est très bien. Voilà, vous cumulez la force du rouge-vert avec la force du blanc. Et derrière, bah, vous piochez une petite carte, c'est sympa. Et vous faites détruire toutes les créatures pour 4. Donc voilà, c'est littéralement une colère de dieu, même si les créatures peuvent se régénérer. Mais bon, soyons honnêtes, il n'y a plus beaucoup de cartes aujourd'hui qui le disent. Voilà, hein. En commandeur, on en joue quelques-unes qui régénèrent, mais pas non plus des masses. Donc bon, voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne carte? Bah oui, c'est une vrasse littéralement pour 4. Il y a de la pioche pour vous, en espérant que vous ayez monté le deck de la bonne façon, en fait, que vous l'ayez mis dans le bon deck. Sinon, bah tant pis. Et puis après, bah, il y a de la pioche à la limite pour les adversaires, ce qui fait qu'une petite compensation, et ce qui fait qu'ils sont peut-être un petit peu moins en colère. Et l'avantage, c'est que ça ne fait piocher qu'une seule carte, si jamais un joueur contrôle au moins une créature de force supérieure ou égale à 4. Vous n'allez pas piocher une carte pour chaque créature qui est de force supérieure ou égale à 4. Donc bah voilà, c'est une petite compensation, à la limite pour les adversaires, pour éviter que voilà, ils soient trop mécontents de ce que vous ayez fait. En bleu, alors en bleu j'ai pas mal de choix, on va commencer avec un enchantement, l'effacement selon Ashiok, qui coûte 4 dont 2 bleus, qui a le flash, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous exilez le sort ciblé. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ayant le même nom que la carte exilée. Quand l'effacement selon Ashiok quitte le champ de bataille, renvoyez la carte exilée dans la main de son propriétaire. Alors, ici on est sur en fait un contre-sort sur enchantement, ce qui est assez génial puisque je trouve ça plutôt pas mal. Vu qu'il y a des decks enchantements qui existent, vous pouvez jouer contrôle avec des enchantements, puisque vous avez effacement selon Ashiok qui va exiler un sort. Alors,
il y avait le foudroyeur de sorts qui existait auparavant en blanc-bleu. Alors lui, je pense qu'il prenait que les sorts qui coûtaient 3 ou moins, voilà. Et il les exilait, et ensuite, en fait, quand il quittait le champ de bataille, le sort était remis sur... Enfin, l'adversaire pouvait relancer le sort gratuitement. Mais ici, non. Ici, il retourne dans la main, ce qui est génial. Alors, en plus, on a dessus... Alors, c'est un contre-sort, mais en plus, un... comment il s'appelle encore? Nevermore, plus jamais, qui dit que vous pouvez plus lancer de sorts qui ont le même nom que le sort ciblé, mais évidemment, enfin le sort exilé, mais évidemment, on est en commandeur, donc c'est pas forcément très utile, sauf contre certains decks qui jouent avec, hein, on pense à Shadowborn Apostle, l'apôtre des ombres, par exemple, ou alors les joueurs de rats, hein, voilà, faites gaffe, les joueurs de rats, il va vous arriver des petites bêtises avec cette carte-là, mais aussi un truc assez intéressant, alors, il faut le préciser, c'est une question de règle. Si jamais vous exilez le sort qui est un commandant, voilà, eh ben, les adversaires pourront rejouer leur commandant, puisqu'en fait la carte n'est plus exilée si ils la remettent en zone de commandement. Voilà. Donc du coup la carte n'étant plus exilée, bah en fait votre effacement selon HUC il va dire bah rien du tout. Il est là, il exile plus rien, et du coup il n'empêche pas de jouer une carte. Mais bah ça fait toujours au moins, comment dire, c'est au moins ça de prix, je veux dire. On exile une carte, on exile un sort. L'adversaire va en plus devoir le remettre dans sa main quand l'enchantement sera géré, s'il est géré un jour. Donc voilà, c'est assez intéressant pour qu'on en parle ici. Le Kraken du Nadir, une créature Kraken qui coûte 3 dans 2 bleus, c'est une 2-3. Chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur le Kraken du Nadir et créez un jeton de créature 1/1 bleu tentacule. Alors ici, évidemment, on est sur un beau petit Kraken, parce que j'aime beaucoup. C'est un tout petit Kraken pour 3, et c'est bien parce que si jamais vous jouez un deck, le deck Paila, je vais l'appeler comme ça, c'est en gros un deck avec les créatures de la mer, voilà, c'est Kraken, Léviathan, Grand Serpent, Pieuvre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mince, enfin bon, toutes les créatures de la mer comme ça, lui, bah, il s'intègre bien parce qu'il est pas cher en coup de mana, ce qui est complètement différent des autres cartes. Ici, en plus... Cet avantage énorme, je trouve, on est en bleu, donc du coup on va piocher évidemment, hein, on est en bleu, mais d'ailleurs vous pouvez payer du mana pour créer de la value supplémentaire en disant voilà, j'ai boosté ma créature et je vais créer une autre créature à côté. Donc du coup littéralement on est en train de remplir le board en piochant et juste en payant un mana à chaque fois. Donc on remplit le board, on renforce notre créature. Je trouve ça vraiment énorme, parce que pour le coup c'est une très bonne capacité. C'est une capacité qui peut se faire très tôt en plus, c'est une capacité qui compte uniquement sur une action que vous faites à chaque tour finalement, et en plus bah, si derrière vous jouez un deck un petit peu plus pioche, bah, vous pouvez très largement investir un peu plus de mana pour faire grandir le Kraken, et ce qui fait que du coup vous pouvez baser un deck pioche autour de ça, avec derrière bah, tout simplement une armée de tentacules qui va popper, et ce qui fait que du coup vous avez des bloqueurs, c'est génial. Et en plus, alors c'est là où je vous disais justement dans le deck Paila c'est assez intéressant, puisque généralement les pieuvres et tout ça, on les voit arriver au minimum à 5-6 mana, et encore, c'est pour les plus faibles. Mais, du coup, entre le tour 3 où vous avez joué le Kraken du Nadir, et le tour 6 où vous allez jouer votre prochain Kraken, éventuellement, si jamais vous avez une mana dèche, voilà, que vous n'arrivez pas à accélérer votre mana, et bah du coup vous pouvez très bien juste popper des tentacules en boucle, voilà. Vous popez vos tentacules, et c'est génial, voilà. Vous avez réussi à faire un peu de value, et à faire patienter un petit peu vos adversaires, le temps que vous arriviez à invoquer vos différents poulpes. La suite avec, en harmonie avec les étoiles, un enchantement aura qui coûte 4 dont 1 bleu, ça enchante une créature ou un enchantement, et le permanent enchanté est un enchantement, et perd tous ses autres types de cartes. Mais... alors, contrairement à beaucoup d'autres cartes qui existent, il a toujours ses capacités, mais ce n'est plus une créature. C'est-à-dire il perd juste les autres types que enchantement. Voilà. Mais, alors, pourquoi parler de cette carte-là? Parce que ça a l'air pas non plus exceptionnel, si on dit du coup que la carte en question garde ses capacités. Ben oui, mais si vous avez un commandant qui est très aggro en face, qui dit, bah oui, quand vous attaquez avec, paf, 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 il se passe des choses, et bah oui, mais si elle peut pas attaquer cette carte, bah... du coup, elle peut pas faire ses effets. Il y a toujours des commandants, généralement, dans vos tables. Vous regarderez, il y en a au moins un qui a vraiment envie d'attaquer pour faire ses effets, qui a besoin d'attaquer pour faire ses effets. C'est pas non plus extrêmement courant, puisque généralement, les commandants, on aime bien ne pas les mettre en danger, mais c'est plus courant qu'il n'y paraît, et qui plus est, ben voilà, vous avez d'autres créatures qui ont des effets quand elles s'attaquent. Donc, profitez-en, jouez en harmonie avec les étoiles. Après, voilà, s'il y a des capacités activées, des capacités déclenchées, je ne vous conseille pas de mettre ça
sur les cartes en question, puisque, bah, en fait, ça va être encore pire, puisque la créature ne va plus être une créature, ça va juste devenir un enchantement, et du coup, ce sera encore plus chiant à gérer. Donc voilà, à utiliser avec grande parcimonie contre les decks qui comptent beaucoup plus sur la phase d'attaque que vous. L'intervention de Tassa, encore une fois une intervention qui coûte X et 2 bleus, un éphémère bien sûr. Regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez jusqu'à 2 d'entre elles dans votre main et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2 fois X. Alors bon, les deux parties j'aime beaucoup. La première, on va avoir en fait tout simplement un Dig Through Time, un fouille temporel, mais ici avec un coût de X, donc du coup vous contrôlez le nombre de cartes que vous allez pouvoir regarder. Pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant et que je trouve que ça vaut peut-être un peu plus le coup que fouille temporelle? Parce que en bleu, quand on combine avec d'autres couleurs, notamment le vert par exemple, on a moyen de faire une chier de mana. Voilà, très rapidement, voilà, on pioche beaucoup de cartes, on gagne du mana rapidement. Bah du coup, cette combinaison bleu-vert, en fait, elle aura tout intérêt à utiliser l'intervention de Tassa avec le coup de X, puisque, bah, les mecs, si vous faites énormément de mana, vous pouvez filtrer encore plus de cartes du dessus de votre bibliothèque. Alors évidemment, trop de cartes, malheureusement, bah, vous êtes là, il y a trop de choix, évidemment. Mais derrière, je trouve ça assez raisonnable, en fait, au niveau du coup de X. Voilà, donc, pourquoi pas. Mais derrière, il y a aussi le fait que vous pouvez contrecarrer des sorts, à moins que le contrôleur du sort ne paye 2 fois X. Alors, c'est sûr que si on fait X égale 1, ça fait, bah, pour 3, en fait, vous avez fait, tu payes 2 de plus, quoi. Donc c'est pas fou non plus. Pour 4, voilà, donc bon, ouais, 4 de plus, ouais, bon, ok. Mais en fait, à partir du moment où vous commencez à payer beaucoup plus cher, ça fait un contresort que les adversaires ne pourront quasiment jamais payer, bien sûr. Donc voilà, je pense que c'est une petite flexibilité encore, c'est pas fou comme carte, mais c'est suffisamment bon pour qu'on s'y intéresse. L'oracle de Tassa, une créature ondin et sorcier qui coûte 2 bleus, c'est une 1-3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant votre dévotion au bleu, mettez jusqu'à l'une d'entre elles au-dessus de votre bibliothèque et le reste au-dessous de votre bibliothèque, dans un ordre aléatoire. Si X est supérieur ou égal au nombre de cartes dans votre bibliothèque, vous gagnez la partie. Alors, vraiment, là, il y a vous gagnez la partie, ok, what, on va monter un deck autour et tout. Oui, alors je vous rappelle que ce n'est pas un commandant, hein. Là on est en train de parler d'une simple créature dans un deck. Donc on va peut-être éviter de se presser un petit peu. Ici, quel est l'intérêt? On a un regard X, X est dans la dévotion au bleu. C'est largement suffisant déjà pour la jouer. Déjà de base, voilà, si vous voulez filtrer un petit peu, vous voulez avoir un bloqueur, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ici on a 2 bleus. Donc du coup, on regarde les 2 cartes dessus de la bibliothèque, on en laisse une au-dessus, on met l'autre en dessous, donc du coup il y a du filtrage possible. L'autre intérêt, derrière, si jamais vous arrivez à monter un deck full dévotion au bleu, ce qui va quand même être compliqué, parce que je vous rappelle que le bleu, c'est la dévotion pardon, au bleu, c'est le nombre de symboles de mana bleu qui apparaissent dans les coups de mana des permanents, non pas les capacités, mais uniquement les coups de mana des permanents que vous contrôlez. Donc du coup, ce qui fait que vous allez devoir avoir beaucoup de permanents bleus. Sauf que en bleu, bah, les permanents, voilà, ça va pas être tip top quoi. Mais par contre, moi je pense à 2-3 decks dans lesquels on pourrait intégrer l'oracle de Tassa sans trop de problèmes. Les decks qui piochent beaucoup, parce que du coup ce qui fait que l'oracle de Tassa, bah, de base, bah, elle va déjà avoir beaucoup moins de taf à faire, si vous voulez gagner la partie avec son effet, puisque bah, du coup vous aurez pioché beaucoup plus, donc du coup il y aura beaucoup moins de cartes dans votre bibliothèque. Derrière les decks sorciers, qui vont bah, du coup filtrer un petit peu le dessus de la bibliothèque, et surtout faire en sorte, bah, pourquoi pas, si jamais vous jouez Inala, voilà, la commandante sorcier, bah, de faire en sorte d'avoir 2 fois son effet, puisqu'elle va arriver, vous pouvez faire une copie qui arrivera elle aussi sur le champ de bataille, et du coup déclenchant son effet également, donc c'est plutôt sympa. Mais aussi, je pense pourquoi pas à Naban, qui fait que bah, les capacités déclenchées des sorciers que vous contrôlez bah, se déclenchent une 2e fois, pourquoi pas, voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen en fait de faire des petites synergies comme ça. Et après, bah, c'est sûr, si vous jouez un mono bleu sorcier, bah pourquoi pas, je veux dire. Mais alors là, si vous tournez tout autour de l'oracle de Tassa, c'est vrai que bah c'est cool, mais vous allez galérer un petit peu quoi. Donc je pense vraiment, à moins que vous ayez déjà un deck préexistant dans lequel vous pouvez l'intégrer sans trop de problèmes, en mono bleu avec beaucoup de permanents, ouais ok, mais sinon, bah, c'est peut-être pas non plus le top du top quoi. L'hippocampe brise flot, qui coûte 3 non 1 bleu, c'est une créature enchantement cheval et poisson, bah oui c'est un hippocampe, c'est une 2-2, et à chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant le tour de chaque adversaire, piochez une carte. Alors ici bah oui, je pense que là vous avez compris tout de suite l'idée, hein, voilà, le texte est beaucoup plus court que les cartes précédentes, voilà, bon bah écoutez, vous jouez contre sort, vous jouez les éphémères, bah écoutez, voilà, hein, on y est,
c'est très intéressant, je trouve ça très bon en fait, c'est très simple, et c'est pas forcément le genre de carte que les adversaires vont avoir envie de gérer, parce que certes ça vous donne une value, un avantage, voilà, ça vous fait piocher, mais c'est pas non plus une carte dégénérée, je veux dire, on propose juste de piocher une carte si jamais vous avez joué un sort pendant le tour de l'adversaire. Donc bon, voilà. Et surtout, c'est uniquement le premier, c'est pas tous les sorts. Donc bon, c'est pas comme si à chaque fois vous contrecarriez, vous allez piocher une carte. Voilà. Donc on est quand même sur une créature qui est plutôt sympathique, mais qui est surtout là, voilà, pour la value, sans être non plus exceptionnellement bourrin, fort, dégénéré, voilà. Mais pour moi, c'est un très bon ajout dans les decks contrôle, les decks qui aiment bien être réactifs à ce qui se passe sur le board. Déni tourbillonnant, un éphémère qui coûte 3 dont un bleu. Pour chaque sort et chaque capacité que vos adversaires contrôlent, contrecarrez-les, à moins que son contrôleur ne paye 4. Alors ça c'est une carte typique du commandeur. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, vous n'allez pas utiliser cette carte très souvent pour une partie de 1v1, puisque généralement les adversaires n'empilent pas non plus les sorts à fond. Généralement ils jouent un sort, puis ensuite ils en jouent un autre quand le précédent est résolu, puis après ils en jouent encore un autre, et voilà. Et c'est un à la fois. Alors que le déni tourbillonnant, lui, il trouvera sa place dans une partie de multi où, ah bah tiens, je lance par exemple une vrasse, ok, alors moi en réponse j'active cette capacité-là, alors moi en réponse je fais ceci, alors moi en réponse je fais cela, ce qui est très courant en commandeur, hein. Je veux dire, hier j'ai eu une partie où la pile, il y avait, je sais plus, une dizaine de sorts dessus parce qu'on avait fait un peu n'importe quoi, voilà, mais bon, c'était un petit peu exagéré, d'accord, mais vous pouvez au moins avoir 3 ou 4 sorts qui traînent, et capacités, évidemment, puisque on utilise généralement les capacités quand il y a une vrasse qui arrive, par exemple, et dire, bah ok, bah voilà, là je contrecarre tout, les capacités, les sorts, et que ça ne touche pas également vos propres sorts et capacités, ce qui est génial, parce que je vous rappelle que derrière on avait Summary Dismissal, qui existait dans... mince, je vais y arriver, c'était dans Ténèbres sur Innistrad, non c'était Lune Hermétique, il me semble, et du coup là ça exilait tous les autres sorts et ça contrecarrait toutes les autres capacités. Du coup, c'était aussi intéressant, mais le problème c'est que si vous aviez un de vos propres sorts sur la pile, et bah du coup c'était mort, voilà. Sauf que là, le déni tourbillonnant, si jamais quelqu'un essaie de répondre à votre sort en essayant de le contrecarrer, par exemple, du coup, vous pouvez très bien utiliser le déni tourbillonnant sans bousiller votre propre sort. Donc, très intéressant comme sort, j'aime beaucoup, c'est pas cher, et ça, surtout, voilà, ça rase tout, quoi. Donc c'est génial. Le thaumaturge protéin qui coûte 2 dont un bleu, c'est une créature humain et sorcier 1-1 avec la constellation. Chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez faire que le thaumaturge protéin devienne une copie d'une autre créature ciblée, excepté qu'il ait cette capacité. Alors, je veux vous avouer tout de suite, c'est un très bon clone, voilà, parce que bon, il coûte peu cher, il peut se transformer un petit peu dans tous les sens, changer de transformation, mais soyons honnêtes, on ne va pas créer un deck autour du thaumaturge protéin. Moi je pense que dans un deck enchantement que vous avez déjà, qui inclut du bleu, vous allez inclure le thaumaturge protéin parce que c'est un clone, c'est un bon clone, et du coup si vous jouez déjà full enchantement, il sera très bien là où vous allez le mettre. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, c'est une bonne carte, et voilà, intégrez-le dans vos decks enchantement, n'essayez pas de construire un truc tout autour en vous disant ouais d'accord on va faire comme ça, non, jouez-le dans un deck enchantement tout con, et il sera très bien, et ce sera largement suffisant. On va passer au noir maintenant, avec manger jusqu'à l'extinction, un éphémère qui coûte 4 dont un noir. J'ai vu d'ailleurs que la cote venait de décoller encore un petit peu, puisque bon, c'est une très bonne carte. Exilez la créature ciblée ou le planeswalker ciblé. Regardez la première carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. C'est très bien, je veux dire, vous avez déjà le mépris de Vraska qui existait, qui vous faisait gagner 2 points de vie en plus, bon, mais il était en double noir celui-ci. Et là du coup, on a en plus du filtrage dessus de la bibliothèque avec le fait de pouvoir le mettre au cimetière, donc littéralement surveiller 1, voilà, hein, disons-le. Mais écoutez, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Mépris de Vraska c'est déjà très bon, là ici on a pareil avec en plus moins de couleurs, donc du coup c'est plus flexible, et du filtrage dessus de la bibliothèque. Et je pense que ça, je préférerais même manger jusqu'à l'extinction que Mépris de Vraska, à part évidemment les decks qui veulent gagner des points de vie, pourquoi pas, mais en tout cas on est encore sur une très bonne carte de gestion de la part du noir qui exile encore des créatures, c'est génial, j'aime bien. L'intervention d'Erebos, encore un éphémère qui coûte X et un noir, vous choisissez l'un, la créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour, vous gagnez X points de vie, exilez jusqu'à 2 fois X cartes ciblées depuis des cimetières, voilà. Donc, alors, bon, écoutez, c'est très bien. Je veux dire, on a un removal dessus, -X, qui fait gagner des points de vie derrière, parfait, et le côté, on a la gestion de cimetière. Alors, là, c'est le truc un petit peu incroyable, vous allez me dire, mais ouais, mais bon, c'est pas... Oui, en fait, les capacités séparées, je les trouve pas folles. Voilà, dire, ouais, je fais un -X, je gagne X,
Bah, le problème c'est que c'est dépenser beaucoup de mana pour gérer une bête, d'accord? Et de l'autre côté, la gestion de cimetière direct, bah, si vous aviez ça sur une carte, vous la joueriez pas. Parce que c'est très conditionnel, et c'est assez faible. Mais, l'avantage d'avoir les deux sur la même carte, ça fait que, d'un côté vous avez une gestion de créatures, et de l'autre côté vous avez une gestion de cimetière. Ce qui fait que, si jamais quelqu'un est beaucoup basé sur le cimetière, bah, vous pouvez lui exiler des cartes. Si jamais quelqu'un est basé sur pas mal de créatures, bah, vous pouvez du coup détruire une de ces créatures, enfin, voilà. En plus, il y a quand même un truc à dire, hein, voilà. C'est un -X. Les dieux meurent sur du -X. Je tiens à le préciser, puisque voilà, techniquement, ils ont une endurance égale à 0, ils n'ont pas pris des blessures équivalentes à leur endurance, ce qui est différent. Voilà, un jour je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais quelques questions de règles, voilà, dites-le, tiens, voilà, intervention sauvage de Thibaut, voilà. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une petite, des petits cas de règles en fait, que généralement les gens n'ont pas trop, voilà, comme celui-ci, -X avec les blessures, tout ça. Alors après, ça a différents niveaux bien sûr, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, ce truc-là, mais bon, voilà. Donc du coup, ici, intervention des Rebos permet de gérer les dieux, mais permet également de gérer le cimetière. Vraiment une bonne carte, je pense que de la méta qui va arriver, parce que évidemment, beaucoup de gens vont se mettre à jouer les dieux de Terros, parce que bah voilà, c'est dans l'air du temps, je veux dire, on joue toujours un petit peu plus les commandants qui viennent de sortir. Je veux dire, on a vu beaucoup de commandants de Throne Eldraine de mon côté, donc bon voilà, écoutez, je pense que c'est un bon ajout justement pour gérer ce genre de problème. La Lamy Brise Tombe qui coûte 5 dont 1 noir, c'est une 4/4 créature enchantement serpent et Lamy avec le lien de vie. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte et vous la mettrez dans votre cimetière. Et vous mélangez ensuite de votre bibliothèque évidemment. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 1 de moins à lancer. Alors là il y a un deck, un commandant en particulier auquel je pense tout de suite. Bon, en fait il y en a plusieurs, mais voilà. Mais je veux dire, pour moi il y a d'un côté Muldrota, bleu, noir, vert, parfait, on a les bonnes couleurs. En plus, les couleurs qui ont tendance aussi à se meuler soi-même, donc bon, pourquoi pas. Donc bon, voilà, Muldrota en plus permettant de rejouer des permanents, enfin une carte, pardon, permettant pendant votre tour de rejouer au moins un type de carte de votre cimetière, parmi les différents types de permanents, donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup, bah, la Lamy va permettre de les lancer pour moins cher, ce qui est génial. Qui plus est derrière, ben, vous avez aussi Carador qui vous permet de relancer une créature par tour depuis votre cimetière. Donc du coup, bah voilà, vous êtes littéralement sur de la réanimation, et bah le fait de le rejouer moins cher, c'est très intéressant. Et je pense que ces deux-là, en fait, la Lamy Brise Tombe, pour moi, c'est auto-inclus, parce que bah en fait, c'est purement et simplement une carte qui va accélérer en fait votre plan de jeu. Carador encore plus, puisque lui, il gagne enfin, il devient moins cher pour le nombre de créatures dans votre cimetière. Donc voilà, profitez-en. Le Marchand Gris d'Asphodel, encore une fois une réédition qui vient de Terros original, bien sûr. Écoutez, je pense que c'est l'une des rééditions qui était les plus attendues. Il y a une hype terrible autour de cette carte, puisque Marchand Gris d'Asphodel, Gary, Grey Marchand of Asphodel, qui coûte 5 dont 2 noirs, c'est une 2/4 zombie. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd X points de vie, X étant votre dévotion au noir, donc toujours le nombre de symboles de mana noir dans les cartes, les permanents que vous possédez, dans les coups de mana uniquement, vous gagnez autant de points de vie que ceux de perdus de cette manière. C'est ça la grosse différence, parce que de nos jours, en fait, quand Wizards édite une carte qui pompe des points de vie, généralement, elle fait chaque adversaire perd X et vous gagnez X. Pourquoi? Parce que ils savent maintenant que le commandeur existe. Non, bon, à l'époque, ils le savaient aussi, évidemment. Mais à cette époque-là, ils s'en soucient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais Gary, lui, il dit que vous gagnez autant de points de vie que les points de vie perdus de cette manière. Donc du coup, ce qui fait que, bah, vous l'aurez probablement déjà vu une fois dans une partie, mais voilà, ce qui fait que bah, si vous pompez 10 points de vie à chacun, bah, vous gagnez 30 points de vie au total. Sachant que ça ne compte uniquement que les points de vie qui ont été réellement pompés, c'est-à-dire que si vous avez tué un joueur, voilà, il restait 8 points de vie, que vous lui dites, bah tu perds 10 points de vie, bah en fait, techniquement, il en perd que 8, donc du coup, vous en récupérez que 8 pour lui, voilà. Donc bon, voilà, petite précision évidemment. Mais ce Gary, bah en fait, il est très fort parce que vous jouez dans un deck noir généralement. Alors dans un deck mono noir, c'est super fort. Honnêtement, je ne connais pas de deck mono noir. Je crois que je l'ai dans tous mes decks mono noirs que j'ai dans ma collection, quoi, dans ma collection de decks. Il est toujours dedans. Pourquoi? Parce que la dévotion au noir, elle monte assez vite en fait. En noir, on a facilement des doubles, des triples colorés. Et qui plus est des permanents qu'on a généralement envie de garder. On pose un board, on bouille-bouille avec, on fait des effets de sacrifice, tout ça. Mais globalement, en fait, on a toujours des cartes qui restent sur le champ de bataille, et en plus qui sont généralement assez colorées.
Et du coup, Gary, derrière, il arrive, et là, il fait vraiment très mal, généralement. Donc, vraiment, je le joue dans tous mes decks mono noir. Vous pouvez le jouer également, pourquoi pas, dans les decks bicolores. Je pense par exemple à Meren, qui pourrait du coup le ramener régulièrement sur le champ de bataille, et du coup pomper des points de vie de manière régulière. Donc voilà, vous avez un petit peu une idée, c'est que Gary, en fait, soit vous avez moyen, dans un deck monocolore, de setup un petit peu, voilà, un gros board bien noir, c'est pas raciste, non? Et du coup, derrière, Gary fait un effet de fou. Même si tue pas tous les joueurs, bah, il peut au moins les handicaper à mort et surtout vous faire gagner une tonne de points de vie. Soit, du coup, vous le jouez dans un deck un petit peu récursion, réanimation, de manière à ce qu'il puisse faire son effet plusieurs fois. Et là, c'est vraiment le top. Vraiment, très bien. Plus, bah, le fait de jouer dans un deck zombie, pourquoi pas. Voilà. Les zombies sont très noirs. Non, c'est pas raciste, ça. Bon, voilà. Vous avez compris l'idée. Ensuite, on continue avec le berger de cauchemar, une créature enchantement démon, qui coûte 4 dans 2 noirs, c'est une 4-4 vol. Alors les statistiques déjà, fou. Et à chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'elle est 1-1 et que c'est un cauchemar en plus de ses autres types. Et ça, je trouve ça vraiment très bon. Parce qu'en fait, alors du coup, on peut avoir des créatures qui ont des effets d'arrivée dans le jeu, Gary, voilà, par exemple. Mais le fait derrière qu'elle meurt, bah, du coup, vous regagnez un jeton qui va refaire les capacités déclenchées. Donc voilà, moi je baserais un petit peu plus le berger de cauchemar dans un deck qui est vraiment axé sur les capacités de déclencher de vos créatures, plutôt que sur les capacités activées ou sur le fait d'attaquer avec vos créatures, parce que là c'est plus que des 1-1, donc c'est un petit peu naze. Mais voilà. Après, un autre intérêt, c'est que lui aussi, il crée des jetons quand les créatures meurent. Donc, si vous avez une petite idée de quel deck je veux parler, voilà, Yogg-Saibul tout de suite, voilà, Yawgmoth, en fait, dans ce deck-là, il sera vraiment très bon, puisque, de base, Yawgmoth, lui, va vouloir que les créatures meurent, mais si c'est dans des créatures non jetons, du coup, faire un jeton qui, en plus, fait encore les capacités de déclencher la créature en question, voilà, il va être content parce qu'il y a une nouvelle créature qui arrive, qui pourra à nouveau sacrifier. Donc du coup, voilà, c'est de la pure value. Et je pense qu'il va rentrer systématiquement dans mon deck Yogg-Saibul, là, pour le coup. Timaret appelle les morts, une saga, encore une fois, qui coûte 3 non 1 noir. Vous avez du coup, ici, 3 étapes. La 1 et la 2 font la même chose. Mettez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Vous pouvez ensuite exiler une carte de créature ou d'enchantement depuis votre cimetière. Et vous créez, du coup, un de 2 noirs zombies. Voilà, c'est plutôt classique. C'est de la self-meul, donc c'est plutôt simple. Et derrière, moi je pense que ça peut être intéressant juste pour le zombie, surtout que la 3ème étape est aussi intéressante pour les zombies, puisque vous gagnez X points de vie, et regardez X, X étant le nombre de zombies que vous contrôlez, donc très bien, voilà, on a du filtrage et tout ça, vous gagnez des points de vie, donc du coup ça tempo un petit peu plus. Donc voilà, je pense que dans un deck zombie, tribal zombie purement, c'est très bon. Alors un deck dans lequel je l'intégrerai systématiquement, c'est un deck Dieu Scarabée full zombie, puisque vous allez mettre des zombies au cimetière, et Dieu Scarabée peut très bien faire du coup exiler les cartes en question, enfin les zombies en question, et en faire des versions 4-4 sur le champ de bataille. Donc très intéressant. L'enjambeur du malheur, une créature horreur pour 3 dont 1 noir, qui est 3-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 0-1 blanche chèvre, sacrifie une autre créature regard 1, échappé pour 5 dans 2 noirs, exilez 4 autres cartes de votre cimetière, et il s'échappe avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Voilà. Certaines créatures l'ont également le fait d'avoir un bonus à l'échapper, ce que je trouve beaucoup plus intéressant que le fait de ne pas en avoir. Hein, n'est-ce pas, Elspeth? Mais bon, voilà. Ici, tout l'intérêt, c'est que du coup, vous avez de la création de jetons, et vous avez du sacrifice direct. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, il y a le voyant des viscères qui existe pour un noir qui fait sacrifier une créature regard 1. Oui, mais ici, elle arrive avec son jeton, ce qui fait une énorme différence, je trouve. Donc derrière, voilà, le fait qu'elle ait échappé, donc du coup ça fait que ça peut être une créature beaucoup plus imposante, voilà. Donc vous pouvez avoir en fait ce moteur à sacrifice qui a une récursion sur lui-même. Du coup, ce qui fait que, de base, vous avez tout à fait moyen de le faire revenir et d'avoir toujours un moteur à sacrifice disponible, même quand il y a une vrasse qui est passée, même quand on a eu un anti-bet, tout ça, voilà. Donc vraiment, je pense que c'est tout à fait possible de la jouer en remplacement du voyant des viscères ou en complément du voyant des viscères. L'Ascension Furieuse, un enchantement qui coûte 3 dont 1 rouge. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, exilez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte jusqu'à ce que vous exiliez une autre carte avec l'Ascension Furieuse. Alors j'aime beaucoup ça, voilà. Bon voilà, c'était assez intéressant, intéressant comme capacité, puisque là du coup, généralement on a cette nouvelle capacité qui est arrivée récemment, enfin
c'est pas une capacité réellement, mais voilà, un texte récurrent, on va dire, qui est arrivé récemment dans Magic, qui fait que voilà, le rouge permet maintenant d'exiler des cartes que vous allez pouvoir jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ce qui est vraiment super intéressant, je trouve que c'est une très bonne capacité. Et ici c'est encore mieux, parce qu'elle nous dit que, cet enchantement nous dit du coup que, voilà, ça va être jusqu'à la prochaine fois qu'on exile une autre carte. Donc si techniquement quelqu'un détruit une de vos créatures, voilà, la créature qui a 4 de force ou plus, voilà, vous avez encore cette carte disponible jusqu'à ce que vous en exiliez une autre. Donc du coup, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de deadline, voilà, de deadline surprise en disant « Ah ouais, mince, bah écoute, bah, j'ai plus de créatures, ah bah voilà, du coup, tu peux plus la jouer. » Voilà, au contraire. Là, ici, on est vraiment, c'est tant que vous n'en avez pas exilé une autre. Parce que ça aurait pu être, bah tant que vous contrôlez une créature qui a 4 de force au plus aussi. Voilà, ça aurait pu être un peu plus naze. Mais moi, je le trouve très bien. Du coup, ce qui fait que techniquement, vous avez une carte en plus disponible durant chacun de vos tours, tant que vous avez au moins des grosses bêtes, quoi. Et on a du rouge, on va le cumuler avec le vert, j'imagine. Voilà, c'est l'enchantement de Clotis. Vous imaginez bien qu'on va être dans ces couleurs-là. Donc du coup, c'est tout à fait faisable, en fait, d'avoir cette carte supplémentaire. Et je trouve ça très bon. Je trouve que c'est un très bon enchantement. Et du coup, il faudra voir pour le jouer dans tous les decks aggro avec des grosses bêtes. Le héros des tempêtes, une créature humain et chaman, 3-2 pour 3, dont un rouge, qui a la célérité, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière n'importe quel nombre de cartes d'aura attachées à des créatures que vous contrôlez, et vous exilez ces auras au début de votre prochaine étape de fin, et si elles devaient quitter le champ de bataille, vous les exilez à la place de les mettre autre part. Bon, alors, ça ressemble beaucoup à d'autres cartes qu'on a pu voir en fait auparavant, notamment par exemple, je sais pas, le fouet d'Erebos, voilà, qui permettait de réanimer une créature et qui était exilée ensuite à la fin du tour. Voilà, c'est plutôt pas mal, sauf qu'ici on est sur les auras. Alors, on est en rouge. Alors, des auras en rouge, il y a des auras très aggro, des auras voilà, qui donnent double initiative, des boosts un peu insensés. C'est pas mal. Qui plus est, le héros des tempêtes a la célérité exprès pour pouvoir lui coller des auras sur les fesses et lui dire, voilà, allez hop, c'est toi qui vas y aller parce qu'il n'y a pas d'autres créatures sur le champ de bataille. Après, est-ce que c'est réellement très efficace? Ben, j'ai un doute en fait. Est-ce qu'on a moyen de faire un deck aura qui se base sur le rouge? C'est un peu complexe. Disons que le problème, c'est que les decks enchanteresse sont en blanc-vert, blanc-bleu-vert, mais le rouge, il n'y en a pas des masses, quoi, voilà. Je vois pas des masses d'aura, je vois pas des masses d'enchantement qui vont vouloir jouer dans ces couleurs-là. Donc, c'est intéressant, mais il faut creuser un petit peu cette carte-là pour dire, est-ce qu'il n'y a pas un deck dans lequel elle serait réellement intéressante? Voilà. Donc pour le moment, je me pose des questions, mais voilà, je vous montre quand même parce que c'est assez puissant, mine de rien, comme effet. Voilà, remonter toutes les auras d'un coup et les mettre sur des créatures que vous contrôlez, ça me semble très puissant. Après, il faut voir comment est-ce qu'on peut builder un deck qui va tenir compte des auras avec cette couleur-là. La colère de la tempête, un rituel qui coûte 4 dont 2 rouges, qui inflige 4 blessures à chaque créature, à chaque planeswalker. Tout simplement, c'est une petite vrasse, une mini vrasse du coup, pour tous les decks qui sont un petit peu avec des créatures pas trop fortes. Donc l'avantage ici, c'est que du coup, vous avez, généralement, vous allez plutôt le jouer dans un deck, alors soit ultra contrôle où il n'y a pas de créatures, là, hein, j'ai une petite idée où je vais le mettre déjà, soit directement dans un deck qui joue justement des grosses bêtes, donc plutôt en rouge-vert par exemple. Bon. Voilà, je pense que la colère de la tempête, ça reste une bonne inclusion, voilà, si jamais vous voulez jouer avoir une petite vrasse supplémentaire, qui n'est pas non plus une énorme vrasse, voilà, super puissante, mais c'est voilà, une petite alternative possible. Le géant tectonique, non, pas cette tectonique-là, une créature élémentale et géant qui coûte 4, dont 2 rouges, c'est une 3-4, et à chaque fois qu'il attaque ou qu'il devient la cible d'un sort que l'adversaire contrôle, vous choisissez l'un, soit il inflige 3 blessures à chaque adversaire, soit exilez les 2 cartes dessus de votre bibliothèque, choisissez l'une d'elles, jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Alors, waouh, ce géant, je le trouve vraiment géant. La bonne blague. Excusez-moi. J'ai pas pu m'empêcher. Vraiment, j'aime beaucoup en fait parce que il a une capacité déclenchée à l'attaque, donc du coup, ce qui est plutôt intéressant, surtout qu'il a un bon body, c'est une 3-4, donc du coup il a pas mal d'endurance, c'est cool. Et en plus, il est pas cher, voilà, pour 4 mana c'est assez raisonnable. Avec le fait d'infliger directement des blessures à tous les adversaires, enfin c'est une foudre dans la tronche de chaque adversaire quand même, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. De l'autre côté, le fait d'avoir encore une fois cette capacité dont je vous parlais, qui est vraiment géniale, voilà, exilé de cartes, boum, hop, vous pouvez en choisir une pour la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour, ce qui est vraiment très bon, je veux dire, on se retrouve avec une carte qui dit « Ah bah j'ai déjà beaucoup de cartes en main, j'ai pas besoin de trop d'avoir des cartes en plus, bah voilà, je peux infliger directement les blessures de l'adversaire, ah bah tiens, j'ai besoin de piocher un peu plus, d'avoir des cartes disponibles, ah bah tiens voilà, hop, j'utilise la deuxième capacité. » Vraiment, je trouve ça très bon,
Franchement, le géant tectonique me semble être une très bonne créature. Alors après, dans quel deck la jouer? Bah pourquoi pas dans les decks élémentaux déjà, hein, voilà, c'est un élémental et géant. Donc du coup, bah, je pense pourquoi pas les différents Omnat, bon, avec du rouge, hein, pas le mono vert bien sûr, voilà, mais les différents Omnat peuvent très bien le jouer, c'est sympa. Après, tous les decks mono rouge un petit peu bourrin, ils peuvent le faire aussi. Donc, géant tectonique, franchement, je trouve que c'est une carte qui vaut le coup d'œil. Et on continue avec le vert, et on va commencer avec la fileuse de la destinée, une créature enchantement humain pour 2 dont un vert, qui est une 2-3. Bonne stat déjà. Les sorts de créatures et l'enchantement que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. Bah du coup déjà, c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste, parce que mono vert empêche de contrecarrer les enchantements et les créatures. Bah c'est cool. Et en plus, bah, un petit bonus, une capacité activée pour 4 dont un vert, le terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature XX élémentale avec le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre d'enchantements que vous contrôlez. C'est toujours un terrain. Alors ici, l'avantage, c'est évidemment de le jouer dans un deck enchantement si vous voulez vraiment utiliser la deuxième capacité. Mais déjà, rien que la première me semble intéressante dans tous les decks qui jouent les créatures, et si vous jouez des enchantements en plus, bah c'est bonus. Donc voilà, deck enchantress, deck full créature, très intéressant. La Dryade du Bosquet Ilyséen, qui coûte 3 dont un vert, une créature enchantement nymphe 2-4. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus de leurs autres types. Alors, je vais devoir calmer les ardeurs tout de suite parce que j'ai vu des gens qui disaient « Oh mon dieu, c'est trop fort le vert, oh là 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 !» Et non, calmez-vous 2 secondes. On va devoir faire un petit point là-dessus parce que, en effet, ici on se retrouve avec un cumul de 2 enchantements déjà existants. On a Exploration d'un côté, qui permet de jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours, et de l'autre côté, l'Augure Prismatique, un enchantement dont j'ai parlé dans le deck Kenrith, qui permet du coup d'avoir tous les types de terrains de base sur chacun de vos terrains. Ok, ce sont 2 très bons enchantements, je ne vais pas vous mentir. Mais le problème c'est qu'ici, c'est pas un enchantement, c'est une créature enchantement. Du coup, une Vrasse, elle est plus là, un Anti-Bête, elle est plus là, et du coup, ce qui fait que cette carte-là, alors, elle cumule tellement de choses que je pense que vos adversaires pourraient très bien la cibler, parce que vous allez accumuler du mana rapidement, qui peut être de n'importe quelle couleur en plus, puisque vos terrains vont du coup avoir tous les types de terrains de base. Donc, il y a un moment, faut quand même y penser. À partir du moment où une capacité est forte, mais qu'elle se trouve sur une bête, qu'elle se trouve sur une créature, c'est un problème, parce que du coup, elle est plus sensible au removal, et du coup, il faut voir un petit peu à la baisse vos attentes. J'ai généralement beaucoup d'anti-bêtes dans mes decks. Généralement, pas tout le temps, mais généralement. Donc, la Dryade du Bosquet Ilyséen, si je vois qu'elle est jouée, bah le premier truc que je vais faire, dès que la priorité sera passée, paf, je vais la péter. Pourquoi? Parce que jouer des terrains supplémentaires c'est fort, fixer tout son mana c'est fort, surtout dans un deck qui voudra éventuellement le fixer. Et personnellement, je ne vais pas jouer ce type de carte dans tous mes decks verts. Parce que déjà, la deuxième capacité est inutile dans un deck qui est mono vert. Dans un deck bicolore, c'est quasiment ridicule, parce que ça sert pas à grand chose. Dans un deck tricolore, ça commence à devenir intéressant. Et après, c'est plus intéressant pour les 4 et 5 couleurs, bien sûr. Mais là, je veux dire, faut pas non plus exagérer la puissance de la carte. C'est intéressant parce qu'elle cumule 2 cartes déjà existantes. Donc, à la limite, moi je la jouerais non pas en remplacement d'exploration ou d'Augure Prismatique, mais en renfort, en fait, tout simplement. À moins que ce soit dans un deck mono vert. Exploration, je la joue plutôt dans des decks mono vert. Voilà. Que dans les decks multicolores. Donc, je pense qu'il faut se calmer un petit peu là-dessus. Et que la Dryade, elle ne se joue pas dans tous les decks. Voilà, donc ne soyez pas non plus foufou. Intervention de Nilea, un rituel cette fois-ci. Et oui, c'est pas un éphémère, qui coûte X et 2 verts. Vous choisissez l'un, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à X cartes de terrain, vous les révélez, vous les mettez dans votre main. Et l'autre, l'intervention de Nilea, inflige 2 fois X blessures à chaque créature avec le vol. Alors bon, ici, on est sur 2 capacités qui sont un peu plus moyennes que ce qu'on a vu auparavant, je vous avoue. Alors, l'avantage, c'est que, enfin, c'est surtout l'intérêt principal pour lequel j'ai mis la carte, c'est que vous allez chercher des cartes de terrain qui ne sont pas forcément basiques, et vous les mettez en main. Bon, en main, c'est moins bien que sur le champ de bataille, je suis d'accord, mais on ne peut pas tout avoir. Voilà, toutes les cartes ne peuvent pas être aussi pétées que d'autres, Donc voilà. Mais derrière, vous avez en plus un anti-bête avec les créatures, pour les créatures qui ont le vol, ce qui est bien parce qu'en vert, peut-être que parfois en vert, vous allez justement ne pas avoir de gestion pour le vol. Vous n'allez pas avoir de créatures avec la portée, vous n'allez pas avoir beaucoup d'anti-bêtes. Et bah écoutez, là vous en avez un en plus pour les créatures avec le vol. C'est sympa sans être non plus exceptionnel, mais disons que, en fait, pour 4 du coup total, avec X égale 2, vous tuez Atraxa. À moins qu'elle réussisse à avoir des marqueurs, mais bon voilà. Donc c'est plutôt pas mal non plus, quoi. On se retrouve avec une carte en fait qui est utilitaire, très conditionnel mais utilitaire. Donc vous avez soit les terrains au minimum, soit du coup les blessures si jamais il y a besoin. Donc bon,
c'est pas mal, pas mal. L'ancien aux fleurs de Nyx, une créature enchantement élémentale qui coûte 7 dont 3 verts, c'est une 5-5 pétinement. Si vous engagez un permanent pour du mana, il produit 3 fois autant de ce mana à la place. N'importe quel permanent, je répète, attention, n'importe quel permanent, c'est-à-dire toutes les créatures, les artefacts, les enchantements, bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas du tout, il me semble, et en plus derrière, les terrains. Alors, écoutez, attention, là c'est l'explosion, c'est tout le monde qui... Oh, le vert, stop. Calmez-vous, calmez-vous. Je vous demande de vous arrêter. Alors, écoutez. Ok, la capacité ici est puissante. C'est la toute première carte de Magic qui triple les manas. Non pas uniquement fait par les terrains, comme beaucoup d'autres cartes qui doublent les manas, mais par tous les types de permanents. Ok, je suis d'accord. Voilà, là, ça fait... C'est l'explosion, mon Dieu. Mais, qu'est-ce que vous allez faire avec ce mana? C'est la grande question, en fait. Parce que, déjà, techniquement... Il coûte 7, il coûte très cher. Alors, si vous jouez évidemment sur beaucoup d'elfes et tout ça, et que vous allez dire, ok, j'ai mis Birds of Paradise, j'ai mis tous mes elfes qui font du mana, à 1 et à 2, voilà. J'ai fait en sorte de vraiment tout mettre pour que je puisse jouer rapidement ce genre de carte, que je puisse jouer grosse bête. Ok. Mais derrière, si vous jouez l'ancêtre l'ancien, aux fleurs de Nyx, directement pour 7 mana, avec tout le mana que vous avez et que vous n'avez plus rien, il y a 3 tours de jeu, ceux de vos adversaires en plus, où ils vont pouvoir se dire « Hey, et si on gérait la grosse bête là qui triple le mana de ce joueur ?» Et je pense que la réponse sera unanime, c'est « Oui, on va la buter ». Il faut que vous ayez du mana en plus à côté. Voilà, The Command Zone, là je vous refais un petit peu le topo, mais The Command Zone a révélé la carte, et ils l'ont analysé en détail pendant un petit moment d'ailleurs, et je vous avoue que ça a été, oui, la capacité est extrêmement forte, et vous pouvez faire énormément de choses. Je veux dire, imaginons, vous jouez l'ancien aux fleurs de Nyx, et derrière, vous allez avoir encore 3 terrains disponibles, vous avez encore 9 mana. 9 mana. Alors 3 terrains ou 3 sources de mana, hein, voilà, 3 permanents qui font du mana. Vous avez 9 mana. Vous avez gardé un Sol Ring à côté, bah il vous fait 6 mana à lui tout seul. Vous êtes là, bah ouais, évidemment, c'est très fort. Alors c'est du mana incolore, certes, bon, ok. Vous avez peut-être gardé un petit terrain à côté. Mais c'est extrêmement fort, mais en fait, uniquement si vous gardez déjà du mana pour l'utiliser tout de suite, sa capacité, et pas dire « Oh ouais, je vais attendre un tour de table, histoire de voir si c'est bon, si tout le monde est d'accord avec ça, et pouvoir faire plein de trucs le tour suivant. » Parce que là, du coup, si vous l'avez lancé pour 7, vous posez un terrain supplémentaire le tour suivant, vous avez du coup 8 sources de mana, et vous dites « Bah ok, je fais 24 mana, quoi. » Enfin, c'est ridicule. 24 mana, les gens, ils vont être là « Bah non, nous, on va pas te laisser ta créature, là, laisser tripler tes manas. » Donc du coup, il faut être actif tout de suite, il faut avoir de quoi protéger aussi son ancien aux fleurs de Nyx. Donc vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses avec, mais c'est très conditionnel. Et le problème, c'est que je vais vous parler d'une autre carte qui fait à peu près pareil, qui est dans la même idée, c'est Vorinclex. Alors Vorinclex, si vous le connaissez pas, voilà, je vous affiche la carte. Eh ben, le but ici, c'est que Vorinclex, il vous donne une avance considérable en doublant les manas créés par votre terrain, et en plus en diminuant, en divisant par 2 techniquement, les manas faits par vos adversaires, puisque les terrains qui sont engagés quand Vorinclex est sur le champ de bataille ne se dégagent pas à la prochaine étape de dégagement. C'est une carte qui donne une aggro, qui vous met une cible directe sur la tête, quoi. Je veux dire, vous gagnez directement une cible sur votre tronche quand vous jouez Vorinclex. Alors, l'ancien aux fleurs de Nyx, c'est la même chose. C'est la même chose. Qui plus est, il n'a pas un body non plus de fou. Il coûte 7 mana, mais il arrive, il est 5-5. Il a le piétinement, mais honnêtement, on s'en fout littéralement, parce que vous n'allez jamais attaquer avec, vous n'allez pas prendre un seul risque de le perdre. Donc voilà, je veux dire, vous allez avoir une target énorme sur la tête. La cible là, elle est déjà dans votre nuque quand vous pensez à le jouer, quoi. Donc bon, c'est... Oui, j'exagère un petit peu, mais bon. Vous avez déjà une grosse cible sur vous quand vous jouez cette carte-là. Parce que, évidemment, l'avantage est tellement conséquent, c'est un petit peu... Voilà, bah, c'est les gens qui jouent saison de dédoublement dans un deck Planeswalker. À ce moment-là, bah, c'est... wow, warning, warning, warning. Attention, il risque de se passer de très grosses choses. Il va jouer un Planeswalker, boum, il va lui mettre directement l'ulti. Voilà, c'est la catastrophe, quoi. Je veux dire, c'est les moments, en fait, c'est ces moments-là, en fait, durant lesquels on se dit, wow, alors écoutez, stop, tout le monde, on arrête la partie. Maintenant, on va jouer en Arcanomie, on va jouer à 3 contre 1. Parce que là, il faut qu'on gère cette personne-là. Donc du coup, c'est un petit peu le contre-coup de l'ancien en fleur de Nyx qui, pour moi, vous met vraiment énormément en danger juste parce qu'il fait une capacité, parce qu'il a une capacité très forte. Et alors, si vous commencez à le jouer et vous vous dites, bah oui, mais dans ma méta, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'anti-bêtes. Bah écoutez,
ça m'étonnerait pas que la fois suivante, quand vous jouiez ensemble, eh ben, d'un seul coup, il y ait beaucoup plus d'anti-bêtes disponibles dans les decks. Voilà, hein. Ça va changer. Je pense que si vous en abusez trop souvent, ça va changer un petit peu la méta de votre groupe de jeu. Donc voilà. Autre chose aussi, très important, bah en fait vous allez faire quoi de ce mana? Parce que si jamais vous avez, imaginons, vous avez 9 mana disponibles sur le champ de bataille, et vous lancez l'ancien en fleur de Nyx, et du coup vous avez de quoi faire 6 mana supplémentaires. Mais pourquoi pas avoir lancé le sort à 6 avant, si vous en avez un? Ah oui, c'est un petit peu la question aussi, quoi. Après bon, voilà, ça peut être assez intéressant dans certains cas, un petit peu marrant dans d'autres, mais voilà, je pense que ça va être assez compliqué. Surtout qu'en plus, l'ancien en fleur de Nyx a un triple vert. Triple vert. Du coup, ce qui fait que dans les decks bicolores encore, à la limite, ok, ça passe, mais dans du tricolore, c'est quasiment impossible. Ne vous dites pas, ah oui, non, mais je vais essayer de le faire et tout. Alors, et 4 et 5 couleurs, alors là, n'y pensez même pas, écoutez. Mais je pense que dans un mono vert, c'est pas mal, mais un mono vert qui s'axe beaucoup sur les créatures qui vont faire du mana en plus, parce que du coup, bah, il faut pouvoir ramper très rapidement. Moi, je pense qu'un très bon exemple dans mes decks, j'ai un exemple en particulier, je vous ai toujours pas parlé du deck en question, j'ai pas fait de deck dessus, mais c'est Selvala, voilà, la mono vert. Puisque bah, cette carte-là, au moins, elle en profite à un maximum, qui plus est qu'elle-même, elle fait déjà du mana, et que éventuellement l'ancien en fleur de Nyx, ça peut être la créature qui va dire « Ah bah tiens, boum, j'ai fait du mana, hop, là l'ancien en fleur de Nyx est arrivé, bah, j'ai pioché une carte, je vais du coup pouvoir faire 15 mana d'un coup avec Selvala. » C'est très sympa, voilà, mais c'est encore très conditionnel et ça attire une aggro énorme. Et c'est pour ça que mon deck Selvala, je m'en soucie moins de le mettre dedans, puisque c'est un deck de 1v1 à la base. Donc voilà. La championne Cétessienne, une créature humain et guerrier qui coûte 3 dont 1 vert, c'est une 1-3, avec la constellation. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur la championne et piochez une carte. Bah, en fait là, alors c'est pas noté enchanteresse, mais c'en est une. Parce que, alors elle réduit pas le coût des enchantements, mais par contre elle vous fait piocher, ce qui est très bien. Bon du coup, bah elle se booste en plus, donc du coup ça fait que, bah si vous voulez jouer un petit peu plus aura, voilà, bah c'est plutôt cool. Et derrière, ben voilà, vous allez avoir du coup ce bon bonus de la pioche supplémentaire qui fait que bah, pour moi elle est intégrée automatiquement dans mes decks enchanteresse. Parlons maintenant du multicolore, je pas énormément de cartes mais il y en a quand même quelques-unes. Attrait de l'inconnu, un rituel qui coûte 5 dont un noir et un rouge. Vous révélez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque, un adversaire exile une carte non terrain parmi elles, puis vous mettez le reste dans votre main, pardon. Cet adversaire peut lancer la carte exilée sans payer son coût de mana. Alors là vous allez me dire, mais t'es fou! Mais tu es fou, tu veux donner des cartes aux adversaires. Bah oui, bah en fait c'est un petit peu couillon, mais le noir-rouge, noir-rouge, sacrifice, noir-rouge, oui ok d'accord, mais en fait noir-rouge, moi je le vois plutôt dans un deck noir-rouge punitif, c'est-à-dire le genre de deck en fait dans lequel tu as des effets symétriques partout. Voilà, j'avais monté à un moment un Mogis, tiens si vous voulez je vous mets le lien dans la description, je l'avais mis sur Magicville. Donc du coup j'avais monté un petit Mogis qui était vraiment Mogis punition. C'est tu fais un truc, t'es puni. Et avec des effets symétriques partout. Et le but ici serait de jouer dans ce genre de deck. Pourquoi? Parce que, je veux dire, vous allez révéler 6 cartes. L'adversaire va en prendre une. Si l'effet qu'il a sur cette carte est symétrique, bah, on s'en fout que ce soit lui qui le lance ou que ce soit vous qui le lanciez. Si toutes vos cartes ont les effets symétriques, bah derrière c'est inutile de dire ah bah ouais je vais prendre cette carte là, je vais pouvoir en tirer un avantage. Bah éventuellement que oui, il va pouvoir en tirer un avantage. Pourquoi pas, je sais pas, gérer, enfin lui donner un anti-bet en noir-rouge, ça existe. Voilà, donc un anti-bet pour gérer telle ou telle carte. Et du coup dire, bah écoute, on fait un deal, paf, voilà, tu peux lancer gratuitement et puis c'est bon. Mais en plus de l'autre côté, vous récupérez quand même 5 cartes. Voilà, vous récupérez le reste dans votre main. Donc bon, une carte pour 5, alors à moins vraiment que vous ayez, bah je sais pas, il y avait une carte active et 5 terrains, waouh, nul. Bah écoutez, ça peut arriver aussi, hein, mais voilà, c'est un petit peu aussi la loterie. Mais je trouve qu'en noir-rouge, là, celui-là est très intéressant. Ashiok, Muse des cauchemars, le Planeswalker légendaire Ashiok qui coûte 5 dont un bleu et un noir, qui arrive avec 5 loyautés. Le plus 1 dit que vous créez un jeton de créature 2, 3 bleu et noir cauchemar avec, à chaque fois cette créature attaque ou bloque, chaque adversaire exile les 2 cartes dessus de sa bibliothèque. Et le moins 3 dit, renvoyer sur le permanent non-terrain ciblé de la main de son dans la main de son propriétaire, puis ce joueur exile une carte de sa main. Et le moins 7, vous pouvez lancer jusqu'à 3 cartes face visibles que vos adversaires possèdent depuis l'exil sans payer leur coût de mana. Alors, là j'ai besoin de parler de beaucoup de choses. Ashiok pour moi est très bon. Pourquoi est-ce qu'il est très bon? Parce que il crée des jetons en bleu-noir, un Planeswalker qui crée des jetons. Waouh! Alors là on est en train de parler d'une vraie nouveauté quoi. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait couramment. Qui plus est derrière ces jetons, qu'est-ce qu'ils font? Bah ce sont de très bons bloqueurs. Alors oui vous allez me dire, mais attends ils peuvent attaquer aussi pour faire leur capacité. Mais non, mais on s'en fout. Vous êtes là pour protéger Ashiok. Donc du coup le jeton,
il est là pour faire en sorte de bloquer, il est là pour faire en sorte du coup que l'adversaire il se dise ah mince, si j'attaque Ashiok, il va me bloquer avec son jeton, et du coup on va devoir tous s'exiler 2 cartes dessus de la bibliothèque. C'est fou. L'autre truc aussi, le -3. Le -3 est très fort, alors plus sur la late game en fait, quand vous renvoyez un permanent, alors que l'adversaire n'a plus de carte en main. Du coup, ce qui fait que bah voilà, il est obligé d'exiler la carte en question. Donc techniquement, sur les cartes que vous mettez pour l'exil, pour le -7, le -7 qui du coup va vous permettre de lancer 3 cartes. 3 cartes exilées sans payer leur coût de mana, c'est extrêmement fort, je veux dire, parce que, bah évidemment, vous utilisez le +1, du coup, le jeton en question, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va dire, hop, 6 cartes exilées quand je bloque, quand j'attaque. Puisque, bah, en multijoueur, bah, ça va être 2 pour chaque adversaire. Donc, 6 cartes exilées d'un coup. Si vous devez le faire, ne serait-ce que 2 fois pour arriver au -7, du coup, ça veut dire, bah, c'est 12 cartes exilées. Si vous en faites encore plus, bah voilà, hop, ça peut être, ah bah tiens, on en a encore plus, on en a 18, on en a 24. Et vous imaginez si vous avez eu le temps de créer 3-4 jetons comme ça? C'est vraiment fort. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et du coup, derrière, bah, le -7, bah, c'est... Je veux dire, vous faites vraiment le top du top, quoi. C'est un très bon ulti, en fait. Malheureusement, bah, voilà, c'est pas un ulti que vous allez pouvoir lancer comme ça en disant... bah, imaginons vous avez mis des marqueurs supplémentaires sur Ashiok de manière X ou Y, mais sans avoir réussi à... Enfin, en proliférant, par exemple. Imaginons, hein. Mais sans avoir exilé de carte avant, bah il sert à rien l'ulti. L'ulti en fait fonctionne en synergie avec les 2 autres capacités, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un Planeswalker qui est vraiment complet, parce que c'est un Planeswalker qui fonctionne de A à Z avec ses capacités, et qui est vraiment très synergique, enfin auto-synergique en fait. Donc, je l'aime beaucoup ce Ashiok. Parfait. Calix, main de la destinée, un autre Planeswalker, qui est un nouveau Planeswalker dont on n'a jamais entendu parler, qui coûte 4 dont un vert et un blanc, il arrive 4 de loyauté. Le +1 vous permet de regarder les 4 cartes de votre bibliothèque pour en révéler une qui est un enchantement et la mettre dans votre main. Ensuite, le reste va au-dessous de votre bibliothèque en ordre aléatoire. Le -3 exile une créature ciblée ou un enchantement ciblé que vous ne contrôlez pas jusqu'à ce qu'un enchantement ciblé que vous contrôlez quitte le champ de bataille. Donc en gros, ça transforme littéralement en Oblivion Ring, voilà, en cercle de l'oubli, un de vos enchantements. Le -7, renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes d'enchantement de votre main. Pardon, d'enchantement de votre cimetière. Voilà, excusez-moi. Alors, j'ai besoin d'analyser, mais c'est assez rapide en fait. Le +1 est bien, parce qu'on est vraiment sur de l'aura pure, hein. En plus on est en blanc-vert, c'est parfait. C'est un Planeswalker parfait pour les decks Enchantress. Là on est bon. Donc, le premier est très bien pour aller chercher des auras. Parfait, du filtrage dessus de la bibliothèque, on aime beaucoup. C'est toujours une bonne capacité, voilà, on a déjà eu le coup avec d'autres cartes. Ici, le -3, je trouve très intéressant, surtout quand on sait qu'il y a des dieux indestructibles qui existent dans le format. Donc voilà, bah vous dites, ah bah tiens, je vais dire que mon dieu, mon Heliod ici, et ben voilà, ça devient un Oblivion Ring, du coup il va exiler la créature ou l'enchantement ciblé, jusqu'à ce que lui quitte le champ de bataille. Sauf qu'en fait, comme il est indestructible, ça va être un peu plus difficile à gérer. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, donc très bien. Et le -7, bah écoutez, c'est tout simplement une très bonne capacité. Alors après, il y a d'autres cartes qui le font, qui coûtent pas très cher en plus en mana, donc bon. Voilà. Calix, il est bien, mais je pense que surtout l'intérêt, c'est le +1 et le -3 qui sont très axés autour des enchantements et qui sont suffisants en fait pour faire tourner un deck. Le -7, c'est vraiment en cas de gros problèmes, voilà, vous pouvez remonter un peu tout ça. Donc voilà, c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. La charieuse de rêve, un sphinx qui est pour 6, dont 2 blancs et 2 bleus. C'est une 3-5, vol, lien de vie. À chaque fois que vous piochez une carte, la charieuse de rêve gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois qu'elle attaque, vous piochez une carte. Et vous pouvez vous défausser d'une carte pour lui faire acquérir la défense talismanique jusqu'à la fin du tour et l'engager. Alors, la dernière capacité est très bien, voilà, c'est classique, c'est bien, c'est une bonne protection, ils se sont mis à en faire quelques-unes comme ça, c'est cool. Le fait qu'elle fait piocher quand elle attaque, c'est très bien aussi. Qui plus est, en fait, alors vous avez une 5-5, hein, quand vous attaquez. Puisque derrière, voilà, vous avez le +1/+0 quand vous piochez une carte, mais comme c'est votre tour, vous allez piocher une carte au début du tour, vous allez piocher une carte quand elle attaque, donc du coup vous allez avoir une 5-5 qui attaque, en vol lien de vie. C'est vraiment bien, je trouve que c'est très bon comme créature. C'est un peu générique, on va le dire, mais en fait elle a tellement de trucs différents que ça devient vraiment une carte cool, parce qu'elle fait plein de choses à elle toute seule. Elle se protège, elle fait piocher, elle se booste, elle a du lien de vie en plus et elle vole. Bon bah écoutez, voilà, c'est très bien, en blanc-bleu, je pense que ça vous fera plaisir d'avoir ce genre de carte. L'incarnation énigmatique, un enchantement qui coûte 4, dont un vert et un bleu. Au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier un autre enchantement. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana égal à 1, plus le coût converti de mana de l'enchantement sacrifié, et vous la mettez sur le champ de bataille. Alors,
je suis assez, je vais pas dire dubitatif, mais assez intrigué. Parce que voilà, je pense qu'il y a moyen de faire de très bonnes synergies, notamment, bah, encore une fois, les decks enchantement, parce que, alors là, je conseillerais plutôt les decks créatures enchantement, donc Cassia... Voilà, j'avais fait un deck dessus, si jamais vous voulez aller regarder. Mais ici, du coup, on se trouve avec une carte qui... pourquoi pas, ouais, avec les créatures enchantement, ce sera le top, parce que on va vraiment avoir cette synergie où en fait vous allez pouvoir sacrifier une créature enchantement pour aller chercher une autre créature enchantement. Voilà. Alors que si vous jouez uniquement avec enchantement à sacrifier plus derrière pour les tutos des créatures, bah c'est pas mal, mais c'est pas non plus génial quoi. Il faudrait trouver un moyen en fait d'avoir suffisamment d'enchantement pour pouvoir aller tuto n'importe quelle créature, mais avoir des enchantements en fait qui n'ont pas des effets très intéressants sur la durée, généralement des effets justement sur l'arrivée en jeu. Alors, est-ce que ce sera possible de trouver des enchantements qui ont justement un impact quand ils arrivent en jeu et non pas sur la longue durée? Bah c'est un challenge, mais c'est possible. Après, voilà, je pense que ça peut être intéressant, c'est intriguant en tout cas, mais voilà, j'attends de voir un petit peu ce qui peut être possible autour. Pour le moment, je me sens pas non plus de builder un deck avec ça, mais il y a peut-être, voilà, 2-3 trucs à faire. Créature enchantement, voilà, c'est possible, mais pour le reste, grande question. La chimère espiègle, une créature enchantement chimère qui coûte 1 bleu, 1 rouge et qui est une 2-2 avec le vol. Et à chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant le tour de chaque adversaire, la chimère espiègle inflige une blessure à chaque adversaire et regard 1. Je l'aime beaucoup cette chimère. Alors on avait parlé de l'hippocampe tout à l'heure en bleu. Mais ici en fait les deux cumulés sont vraiment au top. Voilà, en plus ils coûtent pas cher, du coup ils vous permettent de vraiment rentrer dans cette logique un petit peu contrôle, on va jouer pendant le tour des adversaires. Puisque bah, si vous avez les deux sur le champ de bataille, vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, vous allez dire ah bah j'inflige une blessure à chaque adversaire, c'est fort. Regard 1, c'est fort aussi, et puis derrière vous piochez avec l'hippocampe, c'est fort. Et du coup, on a tout ça, en fait, ces deux cartes ensemble, elles sont très bien. Je me demande même si en standard ça va pas être quelque chose avec cet hippocampe et cette chimère. Et voilà, bon, je me fais peut-être des idées, mais bon, voilà, soyons un petit peu optimistes. Mais en tout cas, cette chimère, je l'aime beaucoup, elle a des bonnes stats, elle a une capacité d'évasion qui est cool, et derrière, elle a vraiment une capacité de clencher qui est vraiment efficace, parce que ça aurait pu être juste infuser une blessure à chaque adversaire, ou regard 1, mais non, là on a carrément les deux. Donc vraiment, au top. L'ascension vers la gloire, un rituel qui coûte 5 dont un blanc et un noir, choisissez l'un ou les deux, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière, renvoyez sur le champ de bataille une carte d'aura ciblée depuis votre cimetière. Alors, malheureusement, on est en blanc-noir, et ça me fait un peu chier en fait d'avoir des auras en blanc-noir. Enfin, de parler d'aura en blanc-noir. Alors après, on n'est pas non plus obligé de faire uniquement blanc-noir, ça peut être avec une autre couleur, imaginons blanc-noir-vert, pourquoi pas. Mais après, je l'ai mis cette carte-là pour une bonne raison, c'est que pour 5, généralement, on avait de la réanimation de créatures depuis le cimetière directement sur le champ de bataille. Mais avoir les deux, dire je réanime une bête et ensuite je peux réanimer une aura, que je peux d'ailleurs attacher à cette bête-là en question, oui, je veux dire, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Donc le fait d'avoir ce cumul des deux, même si c'est en blanc-noir, bah, je m'en fiche, je veux dire, au moins bah, on a à nouveau une carte qui peut réanimer une créature. Et puis bah, s'il y avait une aura dans le cimetière qui traîne, bah, on peut la ramener en plus, quoi, voilà. Donc vraiment très très bon choix, un très bon cumul en fait de ces deux capacités qui sont, bah, enfin, ces deux parties différentes, sur 5 de mana, c'est vraiment très efficace. La perspicacité ahurissante, un enchantement aura qui coûte un blanc et un bleu qui enchante une créature. La créature enchantée gagne plus 1/+1, a le lien de vie, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Alors là, ben, en fait, c'est juste une bonne aura parce qu'il y a un cumul de beaucoup de choses. Elle est peu chère, 2 mana c'est très peu, elle a le bonus plus 1/+1, le lien de vie, et en plus le fait de faire piocher quand la créature inflige des blessures de combat à un joueur. Donc voilà, ça je trouve... bah, c'est très bon en fait, si vous jouez blanc-bleu, vous avez un petit peu d'évasion, vous jouez blanc-bleu vol, pourquoi pas. C'est une très bonne carte. Je pense que ça peut jouer dans les petits decks qui sont pas trop, enfin qui sont un petit peu casus quoi, voilà. Dire joue un petit deck blanc-bleu vol sans prétention, voilà, c'est une très bonne carte. Si vous jouez un truc un peu plus contrôle, c'est une très bonne carte aussi. Voilà, donc écoutez, faites-vous plaisir, c'est une très bonne carte. Les artefacts, j'en ai pas beaucoup, j'ai l'Hôtel du Panthéon, un artefact qui coûte 3, votre dévotion à chaque couleur et à chaque combinaison de couleurs est augmentée de 1, et vous l'engagez à ajouter un mana de la couleur de votre choix. Si vous contrôlez un dieu, un demi-dieu ou un enchantement légendaire, vous gagnez 1 point de vie. Je suis super content de cette carte-là, parce que du coup, alors, augmenter la dévotion, généralement, on veut pas, parce qu'on veut que les dieux, en fait, restent les enchantements, puisque bah, c'est plus difficile à cibler et à exiler. Donc voilà. Il y a déjà ça. Mais en plus, bah derrière, le fait d'avoir ce petit bonus, voilà, vous contrôlez un dieu, un demi-dieu, un enchantement légendaire, bon, vous gagnez des points de vie. C'est un caillou avec des bonus, en fait.
ça peut être pas mal du tout. Alors après, le fait d'augmenter la dévotion, ça aide surtout par exemple par rapport à Nyktos, un terrain dont vous avez certainement déjà dû entendre parler, et qui vous permet du coup de faire pas mal de mana en fait. Donc, Hôtel du Panthéon, je pense qu'il s'intègre bien dans tous ces decks qui vont vouloir un petit peu plus de dévotion, notamment avec Gary par exemple, pourquoi pas. En parlant de Nyktos, voici le Lotus de Nyx, un artefact légendaire qui coûte 4, et il arrive sur champ de bataille engagé. Vous l'engagez, choisissez une couleur, ajoutez une quantité de mana de cette couleur égale à votre dévotion à cette couleur. Alors voilà, vous allez me dire, ouais mais c'est pas mal ça, ouais c'est très bon. Alors le problème c'est que c'est un artefact, donc du coup il est gérable un peu plus facilement, mais qui va gérer un caillou? Bah en fait, généralement les cailloux qui produisent énormément de mana sont gérés assez rapidement finalement. Donc bon, après ça reste une très bonne alternative justement à Nyktos. Allez, reviens ici, que je te montre un petit peu. Donc bon, voilà, Nyktos était déjà une très bonne carte, et ici le Lotus de Nyx est également une très bonne carte. Donc bah on va en profiter, tout simplement. Ombre Lance, un artefact légendaire équipement qui coûte 1, qui s'équipe pour 2. La créature équipée gagne +1/+1 et a le piétinement et le lien de vie, de très bonnes stats. Et pour 1, les permanents que vos adversaires contrôlent perdent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Alors là, j'ai entendu beaucoup parler de cette carte, et je sais qu'elle a été révélée, c'était là. Oh mon dieu, t'as vu la lance et tout, tu crois qu'on doit investir dedans? Oui, investissez, en masse, investissez. Oui, non, clairement. En fait, c'est une très bonne carte, parce que déjà c'est un très bon équipement, qui coûte peu cher à lancer et à équiper, avec des bonnes stats, voilà, le bon boost piétinement de vie +1/+1. Ça change du marteau de guerre Loxodon, hein, qui est beaucoup plus cher à lancer et à équiper. Et surtout, en fait, la capacité qui est dessus n'oblige pas à être équipé. C'est juste, c'est l'équipement qui a la capacité, c'est pas la créature qui la gagne. Donc, ce qui fait que, bah voilà, les permanents perdent l'indestructible, la défense talismanique, ça fait que bah déjà les dieux sont ultra faibles face à ça. Ce qui est très bien dans une méta qui va intégrer forcément les dieux. Mais je pense que la lance, en fait, l'ombre lance, pardon, donnons le nom complet quand même, va elle s'intégrer aussi dans pas mal de decks, juste parce que ça enlève deux des mots-clés les plus emmerdants en fait quand on essaie de gérer un petit peu le board et d'avoir de quoi gérer un peu les créatures adverses quoi, et les permanents adverses. Donc voilà, vraiment je pense qu'ici on est face à une carte qui peut s'intégrer dans beaucoup de decks qui veulent jouer un peu plus contrôle, qui ont les anti-bêtes, tout ça. Pas dans tous les decks non plus, hein, ne soyez pas non plus ultra violent là-dessus. Donc d'un côté on a ceux qui veulent contrôler un peu plus et avoir des anti-bêtes, et ensuite ceux qui veulent être un peu plus aggro également, donc du coup, et qui veulent jouer avec des équipements bien sûr. Donc voilà, je pense vraiment qu'on est face à une carte qui s'intègre dans beaucoup de decks, mais pas non plus dans tous, ne soyez pas trop bourrin avec. Les terrains, j'en ai qu'un seul dont je vais vous parler, c'est le labyrinthe de Scophos, qui coûte rien du tout puisque c'est un terrain. Il fait du mana incolore. Et sinon, pour 4 en l'engageant, vous retirez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée du combat. Voilà, c'est un classique, on en a déjà eu auparavant, donc c'est plutôt bon. C'est pas un Maze of Hit, bien sûr, mais ça reste une bonne carte. Bon voilà, c'est une bonne alternative, quoi. Et je vais vous montrer en plus les différents terrains de base que vous allez pouvoir obtenir dans les boosters, et en plus, voilà, en version foil dans les Biobox de Theros Beyond Death. Sur les terrains de base, du coup, full art, mais alors full art. Vraiment, on n'est pas non plus sur ceux de Unstable, bien sûr. Mais on est vraiment sur du très beau avec toute cette coloration au niveau des étoiles. J'aime beaucoup le design, voilà, avec les nuages cosmiques, je sais plus comment est-ce qu'on les appelle exactement. J'aime beaucoup les... Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est astronomie, donc du coup c'est vrai que, voilà, là voir les ciels étoilés et tout avec les designs, bon j'aime aussi beaucoup la mythologie, donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment magnifique. Je les aime beaucoup. Alors oui, ça fait un peu énergie Pokémon, c'est sûr, parce que voilà, on a le symbole en plein milieu, en gros, voilà, ça fait un petit peu le même truc, mais franchement, je les trouve vraiment magnifiques, et je pense que c'est encore une bonne occasion pour ceux qui n'ont jamais eu de terrain full art d'en avoir, voilà, et de pouvoir pimper un petit peu, c'est cool de pouvoir pimper ces terrains de base, donc voilà, profitez-en. Bon, on n'a pas fini, hein. Je suis désolé. On n'a pas fini parce qu'en fait, il y a encore toutes les cartes spéciales qui viennent des Planeswalker Deck et des Theme Boosters. Alors, Planeswalker Deck, j'ai juste un truc dont je dois parler, c'est le Ashiok du Planeswalker Deck. Ashiok, sculpteur de terreur, qui coûte 6, dont un bleu et un noir. Il arrive avec cadeau loyauté. Vous payez, le +2, piochez une carte, chaque joueur met les 2 cartes dessus de la bibliothèque dans son cimetière, donc très bien pour la meule. Le -5, mettez sur le champ de bataille, sous votre contrôle, une créature ciblée depuis un cimetière. Très bien aussi. Et le -11, acquérez le contrôle de toutes les créatures que l'adversaire ciblé contrôle. Alors le -11 est un petit peu excessif, déjà parce qu'il coûte très cher à activer. Et en plus, voilà, il n'est pas non plus exceptionnel, je veux dire, le temps d'arriver au -11, je veux dire, la partie peut être finie, voilà. Hein. Ce qui m'intéresse en fait, c'est +2, -5, on a une bonne synergie ici. Si jamais vous le jouez dans un deck meule,
ça va être très bon parce que le -5 est très efficace. Voilà, que vous réanimez directement une bête sur votre contrôle, juste avec un -5, c'est très cool. Voilà. Parlons maintenant des cartes des thèmes boosters, donc du coup pour les avoir dans les boosters à thème colorés. Et j'ai vu pas mal de cartes très intéressantes pour le commandeur dedans, j'étais étonné. On a la représentante de la victoire, une créature humain éclair qui coûte 5 dont 2 blancs. C'est une 3-3. Et au début de votre entretien, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Donc voilà, du boost en masse, si vous jouez Winnie White avec des petites bêtes, tout ça, ça permet vraiment de cumuler, et je pense que ça va rentrer dans certaines médailles d'ailleurs. Le serpent des profondeurs abyssales, une créature enchantement grand serpent qui coûte 6 dont 2 bleus, c'est une 6-6. Les kraken, léviathans, les pieuvres et les grands serpents que vous contrôlez ne peuvent pas être bloqués, excepté par des kraken, des léviathans, des pieuvres et des grands serpents. Donc voilà, c'est voilà, la paille là. Voilà. Le deck Pailla a en plus un truc qui permet de ne pas être bloqué. Alors il y en avait déjà qui existait auparavant, mais là on rajoute un petit peu dans la sélection. Du coup je trouve que c'est vraiment, si jamais vous voulez faire le petit deck Pailla, voilà, avec tous ces types de créatures, bah allez-y, faites-vous plaisir, le serpent des profondeurs abyssales, c'est un très bon choix. Le guetteur du monde souterrain, une créature squelette et soldat, 4-5 pour 5 dont 2 noirs. À chaque fois qu'il attaque, vous exilez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière, et quand il meurt, vous mettez sur le champ de bataille toutes les cartes qu'il a exilées. Donc, alors, à moins qu'il soit géré dès le premier tour de table, en fait, vous aurez au moins une créature, puisqu'il va attaquer et exiler directement, vous aurez au moins une créature que vous allez pouvoir ranimer, ce qui fait que, bah, c'est plutôt cool. Je veux dire, après, si vous avez moyen de copier les capacités déclenchées, ok. Si vous avez moyen de le faire attaquer plusieurs fois d'affilée, et du coup de ranimer beaucoup de bêtes d'un coup, bah c'est cool. Après, le seul problème, c'est que bah, si jamais, éventuellement, il y a quelqu'un qui exile votre squelette, bah malheureusement, vous ne ranimerez pas la bête en question, ou les bêtes en question. Donc du coup, pourquoi pas le jouer dans un deck sacrifice aussi à côté. Parce que du coup, vous sacrifiez les bêtes, hop, vous mettez le guetteur du monde terrain, vous attaquez plusieurs fois avec. Si quelqu'un essaie de vous la gérer, vous avez de quoi sacrifier. Et du coup, derrière, bah, vous pouvez ranimer les bêtes en question que vous avez sacrifiées précédemment. Voilà. Donc bon, j'aime beaucoup, c'est cool, c'est une bonne petite carte et j'ai hâte de voir ce qui peut être proposé avec. Le cri de guerre bloque le mort, un rituel qui coûte 8, non 3 rouges, pardon, qui va chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 4 cartes de créatures minotaures avec des noms différents, et vous les mettez sur le champ de bataille, et vous mélangez à votre bibliothèque bien sûr. Alors là du coup, pour ceux qui veulent jouer Minotaur, bah écoutez, voilà, je pense que vous pouvez jouer Minotaur avec cette carte là, ça coûte super cher d'accord, mais alors voilà, vous avez vraiment tous les boosts possibles, en plus les Minotaurs, il y a quand même pas mal de lords qui existent du précédent Theros, donc bon voilà. La terreur du mont Vélius, une créature dragon avec le vol, la double initiative 5-5 pour 7 mana dans 2 rouges. Quand il arrive sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Bah écoutez, vous jouez un deck grosse bête, vous jouez cette carte là parce que donner la double initiative à toutes vos créatures sur un même tour, c'est fort. Si vous jouez un deck dragon, c'est auto-inclus pour le coup, parce que là, les dragons qui sont déjà en vol, qui disent double initiative, oh yeah. Voilà, c'est pas mal du tout. Si vous jouez en plus avec des créatures qui ont le piétinement, c'est top. Donc bon, je trouve que c'est vraiment un très bon dragon, un très bon choix du coup pour les decks gros bourrins, disons-le. L'Hydra écaille de fer, une créature hydre pour 5 dans 2 verts, c'est une 5-5. Si une créature devait infliger des blessures de combat à l'hydre, vous prévenez ses blessures et vous mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Bah écoutez, voilà, c'est tout simplement un vigor mais sur une propre créature. Voilà, sachant que bon, c'est uniquement les blessures de combat bien sûr qui y sont infligées, donc quand c'est hors combat, bah, malheureusement ça ne compte pas. Donc voilà, mais je pense que déjà c'est une très bonne créature, bonne stat, bonne capacité, donc du coup qui sera intégré dans les decks hydre et les decks un peu grosses bêtes. Bon, du coup la vidéo était extrêmement longue, mais je pense que c'était nécessaire parce qu'il y avait pas mal de cartes dont il fallait parler. Je me suis permis aussi de faire plus de références à des cartes déjà existantes, puisque bah, je sais que vous le demandiez un petit peu et que c'est vrai que je ne l'ai jamais trop fait. Donc voilà, c'était un petit peu le but ici, mais en tout cas je trouve que c'est une édition sympa, sans être non plus exceptionnelle, qui va pas révolutionner le commandeur à fond les ballons, mais avec pas mal de petits ajouts qui sont vraiment cool, des cartes alternatives par rapport à d'autres qui existaient déjà auparavant, des bonnes rééditions bien sûr, les deux en question dont on parlait, plus je l'ai pas dit mais il y a les temples qui sont réédités, bien sûr. Donc du coup, ici on se retrouve vraiment avec une édition qui est vraiment cool, qui a de bons ajouts pour le commandeur, sans être non plus une édition dans laquelle vous allez dépenser une tonne de sous, parce que voilà, il y a que des bonnes cartes, tout ça. Non, je pense que voilà, ça reste assez raisonnable. Donc bon, il y a pas mal de choix à faire, il y a quand même quelques trucs tribaux, il y a quand même 2-3 trucs assez intéressants pour contrôle, pour aggro, enfin voilà. On est vraiment sur... j'ai pas encore vu de trop de cartes de combo infini, donc, voilà, faut le dire. Donc bon, mais c'est assez intéressant comme extension, voilà, et je pense que y a pas mal de gens qui pourront s'intéresser au commandeur grâce à cette extension aussi. Voilà.
Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et salut à tous, bye bye.